de mission. Quelqu'un qui a 2 doigts d'aller à la retraite, quelqu'un qui toute sa vie n'a jamais travaillé, n'a jamais répondu présent quelque part. Toi, une jeune fille comme toi, c'est toi qu'on prend, qu'on utilise pour venir raconter des balivernes sur les réseaux sociaux. On te prend pour faire une mascarade, genre tu passais par là par hasard, et puis on t'a posé la question. Non, ben écoutez, je ne comprends pas pourquoi les enseignants ne reprennent pas les cours alors que le gouvernement fait d'énormes efforts. Ils ont promis 16 milliards. 16 milliards vaut quoi? Valent quoi? Hein, ou vaut quoi? Je sais pas, valent quoi? Je sais pas, prenez ce que vous voulez. 16 milliards représentent quoi par rapport aux revendications faites par les enseignants? Ça ne représente absolument rien du tout. Et on va instrumentaliser des mamans pour dire que, venez dire à la télévision que c'est à cause des enseignants si aujourd'hui vos enfants ne vont pas à l'école. C'est faux. Ce n'est pas les enseignants revendiquent leurs droits. Ils revendiquent ce qui leur revient de droit. Qui dans ce pays-là, qui dans le monde entier pourrait accepter de travailler sans être payé? Les gens qui cautionnent ça, allez-y bien interroger leur vie. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé. C'est des gens qui ne connaissent pas la difficulté de te réveiller le matin, de t'apprêter, d'aller t'asseoir dans un bureau, de produire un travail intellectuel ou de te mettre devant un tableau avec tous les risques que ça encourt. Hein? Il y a des enseignants aujourd'hui qui sont malades parce que le fait comment on appelle ça, d'inhaler continuellement la poudre de la craie là. Ils sont malades pour ça. Dans un pays sérieux, pétrolier, où le lait et le miel coulent jusqu'au 21e siècle, l'État n'est pas fichu de fournir aux établissements des tableaux avec le bic avec lequel on écrit sur les tableaux là. Même dans les écoles primaires, même au jardin ici, à la maternelle, il n'y a pas la craie. Ils sont exposés à tout risque. Ils n'ont pas de salaire. Ils sont soit en pré-salaire, soit ils perçoivent des petites... ils sont payés en monnaie de singe. Ils n'ont absolument rien. Ils sont humiliés dans leur famille. On a vu, je ne sais pas si c'était un enseignant qui est venu dire ici que ses enfants ne l'appellent même plus papa. Il n'a plus de respect au sein de sa famille. Ils sont marginalisés. Ils n'ont absolument rien. Et là, on va nous faire de la psychologie inversée. On va nous expliquer que le gouvernement a déjà pris des engagements. Mais quels sont les engagements que le gouvernement a déjà respectés depuis qu'Oligui est là? Je parle de la période d'Oligui parce que c'est Oligui qui a dit qu'il est venu régler tous les problèmes du Gabon. Donc, en principe, Oligui là, le Gabon ne devrait plus avoir des problèmes. Donc, le nouveau Gabon a commencé avec Oligui. Nous sommes en 5e République. 3 ans après. Même le tableau blanc dans les salles de classe, il n'y a pas. Il n'y a pas. Qui peut se lever chaque matin, aller dans une salle de classe avec des effectifs pléthoriques? Les salles de classe qui sont censées accueillir en gros 25-30 élèves, on se retrouve avec près de 100 élèves par salle de classe. Et comme ça, dans la journée, il fait au moins 4-5 classes. Tous les efforts fournis, ils subissent dans leur chair, dans leur âme. Quand ils partent le matin donner cours là, ils savent même pas ce qu'ils vont manger. Les élèves se moquent même d'eux. Parce que dans les élèves là, il y en a quand même qui sont un peu nantis parce que papa travaille, parce que maman fait un petit bricole, il part le matin avec son petit goûter. À l'époque, je comprenais pas pourquoi on disait, j'étais peut-être un peu plus jeune, je comprenais pas pourquoi on disait souvent, on critiquait souvent les enseignants. Oh non, moi j'envoyais mon enfant à l'école avec le pain. L'enfant est revenu me dire que l'enseignant a mangé son pain, a mangé son goûter. Je trouvais ça absurde, je trouvais ça illogique. Mais j'avais pas encore compris la réalité. Je n'avais pas encore compris la réalité, ce que vivent les enseignants. Vous pensez que c'est de gaieté de cœur qu'un monsieur responsable ou une dame responsable va aller fouiller dans le sac d'un enfant pour chercher un bout de pain? Mais c'est parce qu'ils sont précarisés. C'est ça la réalité de nos enseignants aujourd'hui. Vous demandez aux enseignants de faire des efforts. Mais pourquoi vous ne voulez pas en faire? Ceux qui viennent faire des déclarations à la télévision pour dire que, ouais, les enseignants, soyez un peu indulgents, comprenez un peu le gouvernement. Mais commencez, vous qui venez faire ces déclarations-là, vous qui êtes hauts fonctionnaires, vous qui êtes représentants du gouvernement, vous qui parlez au nom d'Oligui, qui avez des primes qu'on vous verse chaque fin du mois, sans retard. Commencez un peu par dire que, par solidarité aux enseignants, j'aimerais que mon salaire, mes émoluments, soient suspendus jusqu'à ce que l'État honore ses engagements vis-à-vis de ces enseignants-là. Venez un peu faire ces déclarations-là, comme ça on verra à quel point vous voulez que la situation soit réglée.
Que la ministre prenne la décision de dire que moi, je renonce à ma prime comment on appelle ça, de carburant. Je renonce à comment on appelle ça, à ma prime de logement. Je renonce à ma prime de, je ne sais pas, garde-robe, etc., etc. Vous les voyez là, ils ont plein de primes après leur salaire. Ils sont là, ils touchent les 10 millions par mois. Pendant qu'il y en a qui vivent avec 150 000 francs. Sinon rien. Quand on vous dit que des enseignants bénévoles, vous savez ce que veut dire bénévole? C'est le bénévolat, c'est l'ongorie. C'est-à-dire qu'il y a des Gabonais qui se lèvent le matin et qui partent dispenser des cours dans des établissements publics. Ngori, au 21e siècle, ça existe. Que chacun fasse cet effort-là. Que chacun fasse l'effort. Vous qui êtes là en train d'harceler les enseignants. Mais j'ai vu ces vidéos-là hier, j'étais choqué. Vous avez fini de dire que le problème du Gabon, c'est l'ancien système. Vous avez fini de dire que le problème du Gabon, c'est les anciens politiciens, parce qu'il ne faut plus qu'on cite leur nom. Vous avez fini de dire que le problème du Gabon, c'est l'ancienne première dame et ses enfants. Aujourd'hui, vous avez fini de manger toutes ces personnes-là. Vous prenez maintenant les problèmes du Gabon, vous voulez mettre ça sur les enseignants, jusqu'à faire des déclarations, instrumentaliser des mamans qui vivent dans la précarité, parce que je n'ai vu aucune maman de celle qu'on nous a présentée là. Il n'y en a pas une seule que tu regardes, tu dis que certainement ou assurément, cette maman-là vit convenablement. Cette maman-là, elle est épanouie. Il n'y en a pas une seule. Vous êtes parti chercher les mamans des PK qui vivent déjà elles-mêmes dans la précarité. Vous avez instrumentalisé ces dames-là, parce que je ne pense pas qu'il y ait un seul Gabonais qui est normalement constitué, qui peut prendre son téléphone. J'ai comme l'impression que c'est parce qu'on chante que les parents d'élèves sont d'accord avec ce que les enseignants font, que donc vous êtes allé chercher des parents d'élèves justement pour venir casser ce mythe-là. Mais ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Il y a des parents qui disent que ils vont garder leurs enfants à la maison tant que la situation des enseignants n'est pas réglée. Donc, plutôt que de faire de la psychologie inversée, de dire que désormais, c'est ceux qui réclament leur avantage, hein? C'est pas des avantages au sens du terme où on dirait que, ouais, c'est des gratifications comme ça, c'est des bonus. C'est pas des bonus. C'est ce qui leur revient de droit. Ils réclament ça. Ils réclament des meilleures conditions pour exercer leur fonction qui est noble. Et vous prenez des mamans qui viennent sur les réseaux sociaux pour dire que, en réalité, nous, le gouvernement nous a démontré qu'ils veulent faire avancer la situation et ce sont les enseignants qui sont en train de boycotter l'année scolaire de nos enfants. Chers parents, c'est une manipulation. C'est une manipulation. Monsieur Mike Dayogotsaga, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous, les Kounabelis qui êtes sur la situation de Jonas Moulenda et Princesse de Souba, vous avez fini de parler de ça. On a parlé de ça hier, on a parlé de ça aujourd'hui, vous en parlerez certainement demain, après-demain. Quand vous aurez fini de parler de ça, venez nous dire ce qu'Oligui a fait depuis qu'il est arrivé, qui est bénéfique pour les Gabonais. Venez nous le dire. J'ai entendu une idiote, une dame qui a des neurones dire que, ouais, si le président a dit que ce sont les infrastructures, ce sont les bâtiments qui sont importants à construire, c'est ce qu'on va faire. Vous devez accepter ça. Allez-y, demandez au président de la République ce que vous pouvez faire pour le pays. Vous n'avez pas vu qu'au Burkina Faso, eux aussi là-bas, ils souffrent, non? Ils meurent de faim, non? Mais vous avez déjà vu les Burkinabés venir sur les réseaux sociaux dire que blablabla, parce que Ibrahim Traoré, il a des vrais projets pour le Burkina Faso. C'est-à-dire qu'elle ne s'entend même pas parler. Elle ne s'entend pas parler. Parce qu'effectivement, Ibrahim Traoré, lorsqu'il est arrivé, il a fait l'audit du pays. Il a dit au Burkinabé ce qu'était le Burkina exactement. Les finances, l'économie, la politique, le social, tout a été dit. C'est posé sur la table. Si Oligui, lorsqu'il est arrivé, plutôt que de mentir aux gens, plutôt que de faire des promesses qu'il ne peut pas tenir, parce que c'est là le problème d'Oligui. Le problème d'Oligui, c'est que lorsqu'il est arrivé, il a menti aux Gabonais. Il a dit qu'il allait faire des choses qu'il n'était pas capable de faire.
Ce qu'on dit, ce n'est pas que Oligui détient une baguette magique et qu'il peut régler tous les problèmes du Gabon en un claquement de doigts. C'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais comme vous comprenez toujours tout de travers, vous ne comprenez absolument rien à ce qu'on dit. On dit Oligui a menti aux Gabonais. Si Oligui était venu, quand il a pris le pouvoir, s'il avait dit aux Gabonais que bon, écoutez, le niveau de la dette est à ce niveau. Au niveau de la politique, nous sommes à ce niveau. Au niveau de l'économie, nous sommes à ce niveau. Nous avons fait un diagnostic transparent, limpide de ce qu'est véritablement la situation de notre pays. Pour relancer le pays, il va falloir que chacun fasse des efforts pour que tout le monde puisse bénéficier d'un peu, un peu. Il faut que chacun se serre la ceinture. Mais les premiers à serrer la ceinture n'est pas la population. Les premiers à serrer la ceinture sont ceux qui sont en fonction, ceux qui ont des grands postes, ceux qui se battent à chaque conseil de ministre pour avoir un poste parce qu'ils savent que au Gabon, c'est en devenant grand politicien ou c'est en étant nommé lors d'un conseil de ministre que notre vie change d'un claquement de doigts. Et donc, le sacrifice aurait dû commencer par ces personnes-là. Mais quand Oligui est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Non seulement il a dit que le pays avait l'argent, et on a bien vu que le pays a l'argent, parce que quand Oligui est arrivé, Manfoumi a commencé à grossir, on l'a vu, il a grossi devant nous. On a vu des gens comme Mike Smissi, qui en France n'avaient que des trottinettes, qui se sont retrouvés avec des gros véhicules de plus de 70 millions. On a vu le même Mike Smissi commencer à construire des maisons avec un luxe insolent. On a vu Laurence Ndon, qui n'avait pas de perruque, qui aujourd'hui porte des perruques, je ne sais pas combien de millions elle les achète, ces perruques. On a vu Chico organiser un anniversaire comme si c'était une star hollywoodienne. Vous n'avez pas fait d'effort à votre niveau, au niveau du sommet de la pyramide, et vous voulez exiger aux Gabonais lambda de faire des efforts. Même là encore, comment est-ce que vous voulez que les Gabonais acceptent de faire des efforts quand vous êtes venus nous annoncer que il y avait extrêmement d'argent que vous avez récupéré dans les comptes d'Osseni, dans les comptes de Sivia Bongo, dans les comptes de Noureddine Bongo Valentin, dans les comptes d'Ali Bongo. Comment vous voulez que les Gabonais acceptent de faire des efforts alors que vous vivez la belle vie et que vous nous avez démontré A plus B lors du procès, du procès spectacle que vous avez organisé que le Gabon a énormément d'argent? Qui va accepter de faire des efforts dans ces conditions-là? Vous n'avez pas dit la vérité. Vous n'avez pas dit la vérité sur la situation financière de l'État et sur toutes les autres situations de l'État. C'est-à-dire que même ceux qui ne nécessitaient pas énormément d'argent pour être restructurés ou pour être refondés, vous ne l'avez pas fait. Pour restaurer la justice au Gabon, il fallait combien de milliards? Vous êtes allé à un dialogue exclusif qui a porté quel fruit? Puisque même les recommandations de ce dialogue-là n'ont jamais été appliquées. Les recommandations du dialogue disaient que le PDG devait être mis à l'écart. Mais quand j'entends les gens nous dire que pourquoi vous parlez de Billy Bizet? Mais enfin, lors du dialogue national, il avait été question que ceux qui avaient été au PDG devaient être mis de côté pour un moment en représailles de leur gestion catastrophique du pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pris les mêmes PDGistes, vous êtes allés nous sortir des PDGistes qui étaient déjà dans les armoires politiques de notre pays. Vous les avez sortis de ces placards-là. Vous avez enlevé la poussière qu'il y avait sur eux et vous nous avez présenté ces gens-là comme étant ceux qui pouvaient apporter une solution aux problèmes que eux, ils ont créés. Vous nous avez ramené Séraphin Moulunga, vous nous avez ramené Angeline Goma, vous nous avez ramené je ne sais pas qui vous nous avez ramené. Des gens qui étaient parqués dans les placards politiques de notre pays, vous les avez sortis de là-bas, vous leur avez refait une santé financière. Aujourd'hui, à nouveau, on voit ces gens-là rouler dans des gros véhicules. Et vous voulez sacrifier qui en réalité? Les postes que vous avez donnés à ces gens-là, des nouveaux Gabonais, je ne dis pas quand on dit nouveaux Gabonais, c'est comme si c'était des Gabonais qui vivaient sur la planète Mars et qui atterrissaient au Gabon à une période bien donnée. Des Gabonais qui n'avaient ni d'attache avec le PDG ou tout ce qui se faisait de bizarre au pays, ils existent, ces Gabonais-là. Quand vous êtes allé chercher ceux qui n'avaient pas de lien avec le PDG, même là encore, les jeunes que vous avez emmenés, quand on va bien fouiller, c'est des jeunes déjà qui étaient au PDG, les filles Kassa, Zora et Nora, et je ne sais pas comment elles s'appellent. Elles étaient déjà au PDG. Même les jeunes que vous êtes allés chercher, vous êtes allés puiser ces jeunes-là
au PDG. Des gens qui n'avaient strictement rien. Vous avez rendu ces gens-là millionnaires, milliardaires. En parlant de sacrifice, on vous a proposé de supprimer certaines institutions qui ne servent strictement à rien au Gabon. Je parle de par exemple, les médiateurs de la République. Il y en a au moins 3 ou 4, je ne sais pas trop combien ils sont. Pendant que nous sommes en conflit, pendant que le gouvernement est en conflit avec les enseignants, avec l'éducation, vous avez entendu qu'on allait chercher un seul médiateur de la République pour aller discuter avec les enseignants. Ils sont allés chercher Ntoutoumaï. Est-ce que Ntoutoumaï est officiellement médiateur? Il y a des gens qui sont nommés, qui portent le nom de leur fonction, c'est médiateur. Ils sont payés pour ça. Mais ils sont là parqués, hein. Ils sont là, ils vivent leur best life. Ils n'ont rien à faire de leur vie. Ils prennent leurs femmes, leurs enfants, leurs copines, leurs coquines, etc. Ils vont en voyage à Dubaï. Ils vont en voyage aux États-Unis. Sur le dos de l'État. S'ils ne servent à rien, mais supprimer ces fonctions-là, qui sont plus budgétivores qu'autre chose. Vous demandez à qui de faire des sacrifices? Quand vous-même, vous vous êtes constitué en un groupuscule de personnes, et vous êtes là en train de sucer l'argent du Gabon pendant que les enseignants pleurent, pendant que les enseignants sont payés à 80 000, à 70 000, à 25 000. Cette dame de Robocop, elle a fait payer les enseignants, hein, les corrections aux examens, 975 ou 950, je ne sais plus trop. Voilà de l'argent qu'elle a donné aux enseignants. S'il vous plaît, dites-moi, qui va fournir un travail? C'est-à-dire que vous êtes même pire que les Chinois, les Libanais qui exploitent nos frères au Gabon. L'État fait travailler un individu pendant une semaine. On lui donne, je ne sais pas, plus de 1000 copies ou 2000 copies à corriger. Et à la fin de ça, on lui donne 975 francs CFA. C'est de la sorcellerie. Vous êtes des sorciers. Et vous n'allez pas nous empêcher de vous le dire. Autant, quand vous échouez, vous faites une comparaison avec ce qui a été fait hier, quand ça vous arrange, hein. Vous venez à la télévision, vous dites que, ouais, nous avons hérité, je ne sais pas trop quoi de con que vous racontez souvent, là. Quand vous êtes coincé au petit coin, là, vous dites que non, on a hérité d'un pays qui était en lambeaux, je ne sais pas ce que vous racontez. Et quand ce sont les activistes qui vous disent que ce que vous faites là, en comparaison avec ce qui a été fait hier, est pire, vous jouez les vierges effarouchées. Oh non, vous êtes les soutiens d'Ali Bongo. Oh non, vous êtes les soutiens de Billy Wizé. Oh non, vous êtes les soutiens de je ne sais pas trop qui. Pourtant, quand ça vous arrange, vous faites les comparaisons avec ce qui a été fait hier. Dans le sens inverse. Quand nous, on fait cette même comparaison-là, vous criez au scandale. Vous criez à la déstabilisation. Vous criez au complot. Moi, je ne comprends pas. C'est vous qui avez les armes. C'est vous qui avez tout. Mais c'est vous qui criez au complot. C'est vous qui criez à la déstabilisation. Quand Oligui a fait le coup d'État, c'est la France qui a envoyé les militaires pour aller faire le coup d'État au Gabon. Non. Le coup d'État s'est préparé au Gabon et il s'est accompli au Gabon. Il n'y a pas une force externe qui est venue de l'extérieur pour aller faire le coup d'État au Gabon. Les gars, soyez concentrés. Soyez concentrés. Ça va arriver, ne vous inquiétez même pas. Ça va arriver. Mais ça viendra de chez vous là-bas, comme Oligui l'a fait à Ali Bongo. C'est quelqu'un qui est là-bas. Ne vous dispersez pas, hein. Si vous êtes distrait, là où on veut vous emmener, là. Moi, peut-être même que c'est que le frangin qui est en train de devenir fou, en train de faire, hein. Moi, je ne sais pas. Pour revenir aux enseignants, le problème n'est pas les enseignants. Le problème, ce sont ces dirigeants incompétents, ces dirigeants sorciers, ces dirigeants malveillants, ces dirigeants foncièrement méchants, qui estiment que tout pour le Gabon doit être pour eux et pour leur famille. Et non pour le Gabonais lambda. Les familles qui prennent le micro pour pleurer dans la rue, là, si vous êtes sérieux, voilà pourquoi je préfère penser qu'on vous a instrumentalisé, qu'on vous a donné de l'argent pour faire les déclarations que vous faites. Parce que si vous êtes des parents sérieux, si vous êtes des parents normalement constitués, je pense même que c'est vous qui devriez être dans la rue en train de vous indigner de la situation des enseignants. Parce que quand vous avez un enfant qui doit normalement apprendre son alphabet à 6 ans, parce que 6 ans, on rentre en primaire,
et qu'il y a un programme bien défini pour le CP1 par exemple, c'est-à-dire que quand tu finis l'année de CP1 là, tu dois être capable de faire telle chose, telle chose, telle chose. Tu te rends compte que à 8 ans, ton enfant ne sait pas compter, ton enfant ne sait pas faire l'alphabet, ton enfant ne sait pas faire telle chose ou telle autre chose. Tu as un enfant qui est en 6e, qui doit acquérir une certaine connaissance entre la 6e et la 5e, tu vas te rendre compte que quand il arrive en 4e, sur des notions, il est complètement hors sol. Il ne comprend absolument rien. Tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi est-ce que ton enfant a ce retard-là. Mais ton enfant a ce retard-là parce que l'enseignant qui doit transmettre la connaissance à ton enfant n'est pas dans les conditions qui lui permettent de transmettre convenablement la connaissance. Le plus important n'est pas que l'enseignant soit dans la salle de classe debout avec une craie et qu'il écrive sur un tableau. Le plus important est la condition dans laquelle il exerce sa fonction. Le plus important est l'état psychologique dans lequel il transmet la connaissance. Parce que si toutes les conditions ne sont pas réunies, vous allez avoir des enfants qui arrivent en terminale et qui ne savent pas faire la différence entre A, du verbe avoir, et A, préposition, A, accent circonflexe. Vous allez avoir des enfants qui, même à l'université, je ne sais même pas comment vous faites pour arriver à l'université, parce que un enfant qui est en 6e ne suit pas tous les programmes, c'est-à-dire que n'a pas tous les professeurs qu'il faut pour aller de la 6e vers la 5e, il faut valider. Nous, on a d'autres époques, on appelait ça, quand j'étais à l'université, on appelait ça les crédits. Il ne valide pas tous ces crédits, mais il se retrouve quand même en terminale. Il n'a pas tous les enseignants, il n'a pas tous les professeurs, il n'a pas le professeur de français. Vous connaissez quelqu'un qui fait l'école dans un pays francophone, vous faites un programme scolaire sans enseignant de français, qui est la langue sur laquelle tous les autres programmes se basent. Pour faire les mathématiques, il faut le français. Pour faire la philosophie, il faut le français. Pour faire la physique, il faut le français. Pour faire l'histoire géo, il faut le français. Donc, tu as un élève de 6e qui n'a pas d'enseignant de français. Mais il va quand même en 5e l'année qui suit. Et l'année qui suit, il n'a pas d'enseignant d'SVT. Donc, il est paralysé parce que s'il n'a pas d'enseignant de SVT, peut-être que ça aurait été un excellent biologiste. Mais comme l'État n'est pas capable de fournir l'enseignant d'SVT, il y a une probabilité qui est déjà écartée. Les enfants n'ont pas toutes les chances pour réussir. Les enfants n'ont pas toutes les chances de pouvoir faire leur propre choix parce que l'État n'est pas responsable. Et vous, parents d'élèves, vous ne regardez pas tous ces contours-là. Ce qui vous intéresse, c'est de prendre vos enfants, de les envoyer à l'école. Hier, on a vu, non? Il n'y avait pas d'enseignants à l'école. Vous avez insisté à envoyer vos enfants à l'école. Et je crois qu'à OIM ou à Bitam, il y a un élève qui a été agressé. C'est quoi l'utilité d'envoyer vos enfants à l'école, sachant que les enseignants disent que eux, ils ne vont pas dans les salles de classe? Parce que vous envoyez vos enfants à l'école, pas parce qu'il y a le tableau, pas parce qu'il y a le tableau à la craie, parce qu'il y a d'abord l'enseignant, la ressource humaine. Il y a d'abord ça dans la salle de classe. Pourquoi insister à envoyer vos enfants à l'école alors que les enseignants disent que nous, on ne part pas à l'école? C'est pas un fantasme, c'est pas une fantaisie, c'est pas, je ne sais pas. C'est pas qu'ils se lèvent et puis veulent emmerder les parents d'élèves, ils disent qu'ils ne partent pas à l'école. Ils ne partent pas donner cours. Non. Et quand j'étais à l'école, au secondaire, c'est maintenant que les enseignants font grève que je me rends compte de ça. La majorité de nos enseignants, nos enseignants gabonais, parce que nous on a appris beaucoup avec les enseignants, les expatriés, c'est-à-dire que en prof de physique, c'était généralement les expatriés, en prof de français même souvent, c'était les expatriés, en prof de maths, c'était souvent les expatriés, et souvent, les Gabonais, moi quand j'ai fait l'école, hein, mes enseignants gabonais que j'ai eus, en général, c'était en histoire géo. Tu avais les Gabonais. Quelle autre matière? EPS, c'était les Gabonais. Mais vraiment, il n'y en avait pas assez. Et ces Gabonais-là, c'était souvent des élèves, pour ceux, par exemple, de l'histoire géo, c'était des Gabonais qui sortaient souvent directement de l'UOB, département histoire géo là, qu'on affectait dans les établissements. J'ai appris à Jean-Jérôme Adam, j'ai fait mon lycée là-bas, mon collège là-bas. L'enseignant d'histoire géo qu'on avait, elle venait de l'UOB. Le prof d'histoire également que j'ai eu au lycée à Jean-Jérôme Adam, il venait directement de l'UOB. Rarement des écoles qui forment les enseignants, etc. Ça, c'est une chose. Après, je découvre qu'en réalité, ces gens, ça n'était même pas fonctionnaires d'État. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des enseignants qui étaient directement rattachés à l'État. J'ai compris aujourd'hui que c'était, on appelle ça peut-être des vacataires. Hein. Des vacataires. C'est comme ça qu'on les appelle.
C'était pas des enseignants avec des titularisations. C'était pas des enseignants qui avaient des situations administratives régulières. C'est aujourd'hui, en parlant de la grève des enseignants, que j'essaie de comprendre, j'essaie de me remémorer comment ça se passait à l'école. Ce que nous, on a vécu, on ne le comprenait pas à cette période-là parce qu'on était encore jeunes. Mais aujourd'hui, on comprend qu'en réalité, ce problème des enseignants-là date depuis, en réalité. Et la réalité, c'est que ces enseignants-là vivaient toujours dans des situations précaires. Même nous qui étions élèves, nous étions mieux souvent coiffés, mieux chaussés, mieux habillés que ces enseignants-là. C'est la réalité. C'est des enseignants qui souvent, déjà c'était pas forcément les gens de la province, du Haut-Ogooué, c'est des enseignants qui souvent vivaient dans des chambres. J'ai difficilement vu un enseignant. Quand j'étais en terminale, mon prof de français, il est décédé, il s'appelait Monsieur Ali Abdoulaye. Mon prof de géographie s'appelait Monsieur Ibadi. Ma prof d'histoire géo s'appelait Madame Tsam. Elle avait son mari était quand même bien placé, mais les noms de ce que je vous cite là, hein, quand j'étais en 4e, mon prof de biologie s'appelait Monsieur Ebende. Mais c'était des gens, quand je me remémore, c'est des gens qui habitaient toujours en bordure d'école là, et puis ils avaient des petites chambres. Des petites chambres. Les personnes qui étaient souvent un peu bien, c'était les censeurs, le censeur 1, le censeur 2. C'était les gens qui avaient un peu une vie un peu, ouais, ça va quand même. Et puis le directeur lui-même. Mais les enseignants, ils avaient toujours des petites chambres. Ils vivaient toujours bizarre. Quand toi tu pars à l'école, tu prends le taxi, tu vois le prof en train de marcher. Il te tape une distance, pour ceux qui connaissent Franceville, il te tape une distance de le lycée Jean-Jérôme Adam là jusqu'à Potos. Il prend les raccourcis. Tu le vois. Quand vous faites les cours, parce que nous on faisait les cours en journée et c'était le soir qu'on faisait les évaluations. Donc en général, quand c'était la période d'évaluation, les enseignants passaient l'après-midi avec nous, c'est-à-dire qu'ils passaient le temps des cours, entre les cours et l'examen. Ils restaient à l'école là avec nous. Nous on partait acheter le poulet, les Charlie, avec le manioc, on mangeait. Tu viens, tu trouves le prof, il est là assis, il ne mange pas. Oh monsieur, vous ne mangez pas. Non, ça va. Non, ça va. C'est des réalités que ces gens-là vivent depuis longtemps. Donc, Oligui a fait le coup d'État. Bravo! Tu as pris conscience que nos enseignants vivaient la dure. Nos enseignants étaient précarisés. Nos enseignants étaient humiliés pendant des années. Tu as dit que tu venais restaurer l'enseignant. Parce que quand tu dis que tu restaures le Gabonais c'était un ensemble. Et dans cet ensemble-là, il y a beaucoup de sous-ensembles. Et l'enseignant fait partie d'un sous-ensemble des Gabonais dont tu as promis la restauration de la dignité. C'est une promesse que tu as faite. Tu ne la respectes pas. Les gars, ils ont raison de dire que catégoriquement, c'est tout ou c'est rien. C'est tout ou c'est rien. Et c'est le moment où jamais. Vous avez intérêt à leur donner ce qui leur revient de droit. Parce que ce n'est pas les 2 ou 3 enfants que vous partez ramasser dans les quartiers avec les parents que vous donnez l'argent là. Ils vous emmènent il y a des mamans qui ont 10 enfants à la maison. Vous lui donnez 30 000, elle prend tous ces 10 enfants, vous amenez ça dans une salle de classe. Une autre maman a 15 enfants, elle prend ses 15 enfants, elle amène ça dans la salle de classe, ça fait 30 enfants. Vous leur donnez les tenues parce que eux ils gardent les tenues dans les bureaux des directeurs là-bas. Vous habillez les enfants là, vous leur mettez dans la salle de classe, vous prenez un tintin qui passait par hasard par là, vous lui dites que non, viens au tableau. Vous griffonnez au tableau, vous concevez une scène pour faire croire aux autres que les autres ont repris et que vous êtes attendus sans pourtant satisfaire les besoins de ces enseignants-là. Ceux qui sont dans les salles de classe là, c'est des affamés, c'est des gens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. C'est des gens qui sont peut-être restés 5 jours sans manger et quand vous venez leur proposer 20 000 ou 30 000 pour venir faire le cinéma que vous faites là, ils ont tellement faim que ils sont obligés de prendre les 20 000 et de dire faire ce que vous avez demandé qu'ils fassent. Que vos 30 000 à côté de ton comment on appelle ça, ton effet solde. Quand tu arrives la fin du mois, c'est-à-dire que si vous obtenez gain de cause, tu arrives la fin du mois au trésor, on te dit qu'on t'a payé ton salaire avec effet solde. Mon Dieu. Je pense que il y en a beaucoup je pense même qu'il y en a qui feront des crises cardiaques. Parce qu'ils sont là, ils sont tellement désespérés. Et avec votre façon de faire les choses, Camélian Toum Toum qui va dans les églises.
Cette dame-là va à l'église. Elle était dimanche à l'église. Hein. Elle a fait le tour des églises pour dire là-bas que, oh non, s'il vous plaît, l'État a déjà fait ce qu'il peut faire. Mais mon Dieu, dans quel pays on fait ça? L'église, c'est plus pour aller faire je vous salue Marie ou bien c'est plus pour faire ça. C'est maintenant, on a mené la politique dans l'église. Et dans votre soi-disant constitution, il est dit que le Gabon est un pays laïque. Et on a des hommes politiques qui vont s'afficher publiquement dans des églises. Il y en a d'autres qui vont dans les mosquées, d'autres qui vont dans les banjas. Carméliane Tonton, quand elle finit dimanche à l'église, elle part le soir dans le banja et elle filme, elle met sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas vu une de ces vidéos qui tourne là où elle est, je ne sais pas, dans les eaux douces, où elle est en train de faire quoi, si c'est le bain ou quoi, je ne sais pas trop quoi. Mais ce que Carméliane Tonton a fait, si on était véritablement dans un pays laïque, on aurait sanctionné Carméliane Tonton. Parce que Carméliane Tonton ne peut pas aller à l'église. Et puis transformer l'église, afficher déjà une appartenance, une appartenance à une obédience ou à une religion, en plein monde, filmé et publié sur la page officielle de l'éducation nationale et sa page à elle. En tant que ministre d'État, elle aime bien le préciser, ministre d'État. En réalité, lundi, la tête de Carmélia tombait. Elle dit que la tête de Carmélia est tombée depuis, hein. Avec tout ce que cette femme-là fait, sa tête est tombée depuis. Mais dimanche, c'était le summum. C'était le summum de la bêtise. Elle va sensibiliser les parents d'élèves dans les églises. Quand on dit qu'elle est incompétente, vous dites qu'on est impoli, on raconte des conneries, pourquoi on est comme ça, on est aigri, pourquoi on salit l'image du pays. Mais ce que Carmélia a fait hier là, vous pensez que c'est normal? Dimanche, vous pensez que c'est sérieux? Hein? Vous pensez véritablement que c'est sérieux? Donnez ce que les enseignants revendiquent. Parce qu'il vous reste, je crois, 2 semaines. Hein? Il vous reste 2 semaines avant l'année blanche. Donc, si on déclare année blanche là, normalement, ce ne sera pas mieux qu'on ferme le ministère de l'Éducation nationale. Ou bien qu'on mette l'éducation nationale sous la tutelle d'un autre ministère. Donc, si année blanche là, Carmélia va continuer à être ministre de l'Éducation nationale, de qui? De qui? Non, User, vous n'êtes pas encore prêt à voir les vidéos de Nono. Restons sur l'éducation nationale. Et je vois des gens qui jubilent du spectacle que Jonas Moulenda nous a offert avant hier. Il y a des gens qui jubilent de ça. Quand vous finissez de jubiler de ça là, j'espère que vous vous souviendrez que aujourd'hui même, la SCG fait la rotation à Libreville là-bas. Vous avez l'eau et l'électricité. La SCG fait le tour 9 heures. Hein? À 15 heures là, on va couper un quartier. Après, dans une autre heure, le courant va arriver dans le quartier où c'était coupé là. Et même là, c'est au pif. Des fois ça vient, des fois ça ne vient pas. J'espère que quand vous allez finir de parler de Jonas Moulenda et des princesses de Souba, vous vous souviendrez que le kilo du riz, et je ne sais pas, déjà à 2000 ou à 5000, le kilo du riz, que même à la gare routière à Montbois, en bas, là-bas, là, on pouvait m'acheter même comment on appelle ça, les coups de poule, là, les colliers de poule, là, qu'on pouvait mettre le collier de dindon ou bien de dinde, là, qu'on pouvait acheter à 500 le paquet. Il n'y a plus ça. Que c'est déjà au moins 2000. J'espère qu'après avoir parlé de Jonas Moulenda et des princesses de Souba, vous vous souviendrez qu'Oligui a promis 163 000 postes budgétaires aux Gabonais au chômage. Et que jusqu'à là, on est maintenant en 2026. Il n'a pas encore mis en exécution ou bien il n'a pas encore réalisé cette promesse-là. J'espère que, quand on allait finir de parler de Jonas Moulenda, les princesses de Souba, vous vous souviendrez que Oligui a fait venir au Gabon les tuk-tuk et que les tuk-tuk ont disparu. Vous vous souvenez quand même des tuk-tuk, non? Les tuk-tuk sont où c'est? J'espère que vous vous souviendrez que Oligui a pris 7 milliards pour aller acheter les bœufs et que les bœufs sont morts. Vous vous souvenez des bœufs, non? Les bœufs sont où? Dites-moi d'abord, les tuk-tuk sont où c'est? Non, ne riez pas, c'est sérieux. Les tuk-tuk que Oligui a amenés au Gabon, les tuk-tuk sont où c'est? Il a revendu ça. À qui? Pourquoi? Il avait d'abord mené ça au Gabon, pourquoi? Vous connaissez combien d'argent
Il a dépensé pour faire venir les tuk-tuk là. Les tuk-tuk sont où? Ou bien vous avez oublié les tuk-tuk. Moi, j'ai l'impression que plus on avance au Gabon, plus on oublie ce qui s'est passé hier et avant-hier. Quand vous allez finir de parler des princesses de Souba et de Jonas Moulenda, s'il vous plaît, venez nous dire ce qu'Oligui a fait qui impacte directement la vie du Gabonais lambda. Venez nous dire, hein. Parce que ne pensez pas qu'on va se taire, parce que, oh oui, oh les dieux du Gabon, ils sont en train de les chicoter, la confusion. Il n'y a aucune confusion, même s'il y a la confusion. La réalité, c'est que demain, pendant que nous, on sera dans la confusion, la réalité du Gabon sera là. Parce que Oligui n'a rien à proposer aux Gabonais. Et ça, c'est pas la confusion sémée par Jonas Moulenda et Princesse de Souba qui changera cette réalité. J'espère que vous savez ça. Que le seul travail qu'Oligui peut donner aux Gabonais, c'est l'armée. Ils ont fait passer une note que non, si les gens d'OIM ou bien de Bitam là-bas, on leur a convié à aller s'inscrire sur des listes pour un prochain recrutement. Ils peuvent recruter à l'armée, mais ils ne peuvent pas donner des postes budgétaires, ils ne peuvent pas régulariser la situation administrative des enseignants. Quand vous allez finir de parler des princesses de Souba et des Jonas Moulenda, j'espère que vous vous souviendrez que quand vous partez à l'Office national de l'emploi, qui est devenu PNPE aujourd'hui, que vous ne connaissez pas là où vous commencez à déposer votre dossier, et que même si vous avez déposé votre dossier là-bas, vous ne savez pas à quel niveau votre dossier se trouve là-bas. L'agence qui est censée trouver le travail aux Gabonais, ils sont là-bas, ils travaillent, ils perçoivent des salaires. Sauf que vous êtes là, Ngori, vous n'avez absolument rien. J'espère que vous vous souviendrez que Oligui a promis aux travailleurs du secteur pétrolier qu'avant 2024, il n'aurait plus à signer des contrats précaires. Parce que lui, il a acheté Assala et qu'il allait permettre aux Gabonais d'avoir des contrats corrects par le biais d'Assala. Vous vous souvenez de ça? Ou bien c'est parce que vous êtes tellement au chômage que vous cherchez à bousculer un peu vos vies. Parce que quand tu as faim, tu n'as rien à manger, une distraction peut te faire oublier un instant que tu as faim. Et puis, la distraction là, c'est Jonas Moulenda et Princesse de Souba. Mais quand la distraction sera passée, parce qu'un être humain ne peut pas continuellement parler. À un moment donné, frère, tu vas te fatiguer. Et quand tu vas te fatiguer là, tu auras perdu l'énergie que tu aurais pu préserver pour te permettre d'être un peu plus debout, un peu plus longtemps, parce que tu as faim, tu auras perdu cette énergie-là. Et quand tu auras fini de parler, automatiquement, tu vas tomber, parce que la faim et le bavardage ne vont pas ensemble. Hein? Des gens qui ont des problèmes, je ne sais pas, le pays a les problèmes, le pays est endetté. Vous avez dit que non, ce qu'Ondossa est venu dire était faux. Que non, Ondossa, hier, il a dit autre chose. Aujourd'hui, parce qu'il est opposant à Oligui, il vient dire autre chose. Ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Mais je vous ai sorti une autre vidéo où Tonton Aïe, à l'époque directeur de la DEC, sous Oligui, donnait les mêmes chiffres qu'Ondossa. Là, vous n'avez pas pris ça pour relayer ça sur vos pages de merde d'incitation à la haine. Vos chaînes, vos pages qui passent le temps à distraire plus les Gabonais qu'autre chose. Vous n'avez pas relayé ça. Vous n'analysez pas en disant que, mais ces opposants-là, quand ils étaient dans l'opposition, quand ils nous disaient que Ali Bongo endettait le Gabon pour s'enrichir, en réalité, Ali Bongo s'endettait dans la norme. Et vous allez dire que, qu'est-ce qu'Ali Bongo a fait avec les dettes qu'il a pris pour le Gabon? Mais Ali Bongo, il a fait les CHU, donc tout le Gabon, à Franceville, il y a Amissa, à Franceville, il y a l'hôpital chinois, à Libreville, il y a au moins 4 CHU. Il a fait les stades, il a fait ses infrastructures, il a fait plein de choses. Tout ce sur quoi aujourd'hui Oligui travaille, mais c'est l'œuvre d'Ali Bongo. C'est l'œuvre d'Ali Bongo. Et je suis d'accord avec le président Ondossa qui disait que dans la gestion d'Ali Bongo, il y avait des déviances. Il faut reconnaître ça. Quand je le dis, c'est pas dire que Ali Bongo était le meilleur président. Ali Bongo n'a certainement pas été le meilleur président, mais il y a eu beaucoup de manipulations. Lorsqu'Ali Bongo était au pouvoir, vous n'allez pas me faire changer de discours. Ce n'est pas possible. Je vais rester là-dessus, Napian. Si on veut aller de l'avant, reconnaissons que ceux aujourd'hui qui sont à côté d'Oligui, qui étaient dans l'opposition hier, ils ont menti aux Gabonais en disant que
on ne pouvait plus payer comment on appelle ça, les salariés, parce qu'Ali Bongo avait tellement endetté le Gabon. Oui. Reconnaissez-le. Aujourd'hui, Oligui a pris la dette. Lorsqu'il est arrivé, la dette était à 56% du PIB du Gabon. Aujourd'hui, Oligui est à près de 74% du taux d'endettement. Avec une projection de 85% à la fin de l'année 2026. Pour quelle réalisation? Quand les gens nous disent que Oligui est en train de s'endetter pour faire les immeubles, mais vous serez surpris d'apprendre que, par exemple, l'immeuble, la tour H, qui est aujourd'hui la tour O, n'est pas la réalisation de l'État gabonais. C'est le Libanais, comment il s'appelle, Hassan qui est en train de construire ces bâtiments-là. Et vous allez me dire que ce soit le nouveau palais qu'Oligui est en train de vouloir construire à la Cité de la démocratie, que ce soit Oligui-Ville, que ce soit, même si, allons-y, la tour H, c'est Oligui qui est en train de construire ça, que ce soit la tour H, que ce soit tous les chantiers, les travaux qui sont en train d'être lancés par-ci et par-là. Mais c'est des chantiers, c'est des travaux, c'est des projets qui n'existent pas sur les lois de finances. Ça n'existe pas sur la loi de finances. Quand on parle du taux d'endettement, ça rentre dans la loi de finances. C'est les dépenses, comment on appelle ça? Ce sont les dettes, ce sont la finance qui fait fonctionner un pays. S'il y a un projet qui est financé par l'État, ça doit apparaître dans la loi de finances. On sait que c'est telle ligne budgétaire qui finance tel projet ou qui finance tel chantier. Le chantier de la Cité de la démocratie, je vous mets au défi. Sortez-moi la loi de finances, sortez-moi la ligne budgétaire qui finance comment on appelle ça? Le palais comment on appelle? De la Cité de la démocratie. Sortez-moi la ligne budgétaire qui finance ce projet-là. Sortez-moi la ligne budgétaire sur laquelle Oligui prend de l'argent pour aller faire Oligui-Ville. Sortez-nous les lignes budgétaires qui financent tous les chantiers qu'Oligui a lancés. Sortez-nous ces lignes budgétaires. En plus, lorsqu'Oligui est arrivé, il y avait des chantiers, non? Puisqu'il a fait une déclaration quand il est venu dire que les chantiers qui avaient été lancés avaient déjà été financés. D'accord? Il avait menacé les chefs de chantier, les entreprises qui exécutaient les travaux sur plusieurs chantiers. Il avait menacé ces gens-là en disant que vous avez déjà perçu l'argent. Allez-y au bout des œuvres, sinon vous serez arrêtés. Ces gens-là sont où? Comment Oligui arrive? Les enseignants n'ont pas leur argent. Les gens du secteur de la santé n'ont pas leur argent. Oligui se permet, soi-disant, d'aller financer des projets qui avaient déjà été financés. Parce que la route de contournement, c'est des projets qui avaient déjà été financés. La zone Mikele, là où il allait donner les maisons, là, mais c'est des habitations, c'est des constructions qui avaient déjà été faites, tout avait déjà été payé. Même, par exemple, comment on appelle ça? Le réfectoire de l'université, comment on appelle ça, des médecins là, à Ovendo là-bas, ce réfectoire-là. Mais c'est des projets qui avaient déjà été financés, ou à la limite, il manque juste les dernières parties à payer, ou le marché de potence à Franceville. Mais c'était un marché qui avait déjà été exécuté à 97%. Donc, Oligui ne peut pas nous dire que il est venu, il a trouvé des chantiers qui avaient déjà été financés, il manquait seulement la livraison, il va reprendre tout à zéro, il est reparti refinancer des projets qui avaient déjà été financés parce qu'il doit emmener la dette de l'État à plus de 85% en 2026. Qu'est-ce qu'Oligui a fait de l'argent? Comment le Gabon arrive à avoir un taux d'endettement aussi élevé, au-dessus de la norme? Et nous ne voyons pas l'impact que cet endettement-là a sur la population gabonaise. Il a fait quoi de l'argent là? Vous nous parlez des travaux machin. Quand Oligui va construire la tour H, la cité administrative, ça va bénéficier à qui? Quel est le Gabonais lambda qui vit dans les Matiti là-bas, qui pourra aller se payer un appartement, une location dans des trucs de cité administrative ou bien les appartements de luxe qu'Oligui est en train de construire par-ci et par-là? Tout ce qu'Oligui fait n'a rien à voir avec le peuple gabonais. Quand l'œil a fini de voir, le ventre doit manger. On dit bien que l'œil qui a vu, le ventre doit manger. C'est ça, non? Les proverbes du psychopathe, là. C'est pas les proverbes qui se souvent là-bas. Quand vous avez fini de voir les immeubles, vous avez fini de faire les photos, vous rentrez à la maison, vous êtes rassasié du fait que
vous ayez vu des belles bâtisses. Hein? Et voilà cette idiote-là qui dit que non, machin, les denrées alimentaires coûtent cher au Gabon parce que c'est pas le Gabon qui produit ces denrées alimentaires-là, ça vient d'autres pays. Mais soit les Bongo, on exportait aussi, on importait les denrées alimentaires. Vous avez détruit les sociétés qui faisaient le savon, l'huile, même la boîte d'allumettes, vous ne faites pas au Gabon. Tout venait de l'extérieur. Ali Bongo était président, mais on achetait quand même l'œuf à 125. Aujourd'hui, l'œuf coûte combien? Aujourd'hui, la boîte sardine qui vient du Maroc, elle est à combien au Gabon? Sous Oligui. Ce ne sont pas les mêmes fournisseurs là. Ou bien Oligui a trouvé d'autres fournisseurs qui ont des produits de meilleure qualité, qui fait en sorte que lorsque ça arrive au Gabon, ça coûte plus cher. C'est quoi le problème? Et la centrale d'achat, à quel niveau? Vous en êtes où avec la centrale d'achat? C'est à l'arrêt? Parce que ça aurait permis, il paraît, de réduire le pouvoir d'achat des Gabonais, non? C'est ce qui avait été dit. Jusque-là, Oligui attend que vous mourrez de faim pour ouvrir la centrale d'achat? Hein? L'eau Anza fait au Gabon, à Lekoni. La source est à Lekoni. La palette de 6 bouteilles, elle coûte combien aujourd'hui au Gabon? C'est vous qui n'avez pas le travail. C'est vous à qui Oligui ne fait qu'augmenter les prix des denrées alimentaires. Les matériaux de construction ne font qu'augmenter. Vous n'avez rien. Vous sentez mauvais. Vous ne buvez pas l'eau. Vous venez parler d'une histoire de Jonas Moulenda et princesse de Souba qui n'ont aucun problème à se nourrir. Vous faites des panels. Les Kounabelis qui avaient la bouche fermée parce que Oligui est une bêtise humaine. Vous sortez, vous avez repris du poil de la bête pour parler de princesse de Souba et de Jonas Moulenda. Je vais insulter Jonas Moulenda demain, je vais insulter Jonas Moulenda après-demain, et le surlendemain, Jonas Moulenda va redevenir mon frère. Oui. Ça devient maintenant le sujet phare. Oh, princesse de Souba a insulté Jonas. Oh, Jonas Moulenda dit que princesse de Souba c'est une bordel. Oh. Après, quand vous avez fini de dire ça, vous mangez quoi? Quand vous avez fini de dire ça, vous partez liker les photos d'Oligui qui mange le caviar avec sa femme et ses enfants et ses multiples copines. Hein? Vous êtes là, Oligui a tellement d'argent que Oligui achète derrière les enfants. Vous savez qu'Oligui achète les enfants. Hein? Vous pensez que quelqu'un qui souffre de faim ou bien qui n'a pas d'argent, il peut se permettre d'aller dans un pays acheter un enfant? Hein? Avec sa copine qui est à, comment on appelle ça, la fille qui est à Kanda là. Ils sont venus ici là, en France ici là, ils sont venus prendre un enfant ici, ils sont partis avec ça là-bas au Gabon. Comme au Gabon, il n'y a pas les enfants. Il n'y a pas les enfants, les orphelinats, il n'y a pas. Il n'y a pas un Gabonais comme le président de la Guinée qu'on a écrit là, qui allait prendre la petite fille qui a perdu toute sa famille dans l'incendie là. Il a pris la petite fille là. Il a pris la petite fille là, il a mis la petite fille là sur son dos. Et puis il a dit que dorénavant, c'est la fille du président. À son investiture, il a apparu avec cette fille-là. Oligui allait casser les maisons des gens. Il est parti la nuit là-bas. Il a vu un bébé qui dormait à la belle étoile avec sa maman. Oligui a pris l'enfant là pour dire que, comme j'ai ma copine là-bas qui n'arrive pas à faire les enfants, maman, on va procéder à l'adoption. Je vais prendre l'enfant là. Maman qui est là-bas va garder l'enfant là pour que l'enfant soit dans les meilleures conditions. Il l'a fait. Vous avez critiqué Sylvia Bongo Ondimba ici. Mais Sylvia Bongo, elle avait au moins... Elle posait des actions pour les Gabonais. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont bénéficié de l'action de Sylvia Bongo. La bourse aux Avingo. Vous vous souvenez de ça? Depuis que Zita Oligui est là, depuis que Anouchka est là, vous avez déjà entendu que ces femmes-là ont donné 2 bourses d'études à 2 étudiants gabonais pour aller à l'extérieur pour bénéficier des meilleurs, des meilleurs enseignements du monde. Vous l'avez déjà entendu ça? Aujourd'hui, la femme au Gabon a été revalorisée par l'action de Sylvia Bongo Ondimba. Vous ne vous souvenez pas de comment on traitait la veuve et l'orphelin? Vous ne vous souvenez pas que les parents de mon honorable qui est là à côté de moi, les Pounou, là, comment ils traitent la veuve, que quand ton mari décède, regardez comment ils ont fait à la femme de Amar, je crois que c'est Amar, le monsieur qui était décédé dans la mer là-bas. Comment ils ont traité cette dame-là? Ils l'ont mis dehors, ils l'ont chassée. Sylvia Bongo a reformé les textes au Gabon pour que la femme gabonaise, lorsque son mari décède, qu'elle ne soit pas chassée de chez elle. Qu'elle ait un statut convenable, Sylvia Bongo. Vous ne voulez pas admettre ça, vous allez l'admettre. Moi, je suis avec vous sur les réseaux sociaux. Que les dieux me frappent pour me faire taire.
Sinon, vous allez l'entendre tous les jours que je serai en live. S'il faut faire une comparaison avec ce que Zita Oligui et Anouchka Oligui font au Gabon, les enseignants pleurent. Vous avez entendu ces femmes-là sortir pour avoir même un discours de compassion vis-à-vis de ces personnes-là? Non. Vous avez entendu? Pour ceux qui connaissent Libreville, en face de l'immeuble Bateau, il y a une agence qui s'appelle l'ONPDF. C'est l'œuvre de Sylvia Bongo Nimba. Pour la veuve et l'orphelin. Vous allez me dire que, ouais, elle faisait ça, c'était possiblement le modèle. Mais vaut mieux quelqu'un qui fait le modèle que quelqu'un qui ne fout rien. Vaut mieux quelqu'un qui fait le modèle que quelqu'un qui ne fout rien. C'est en ce sens qu'on dit que ce qu'on voit aujourd'hui sur Oligui est pire que ce qu'on a vécu sur Ali. Avec Ali, il y avait même les semblants, les gens faisaient semblant. Vous avez vu Zita Oligui, qui est la première dame, aller au chevet d'une maman. Vous avez vu Zita Oligui aller au chevet des mamans, la maman de Berikia. Vous avez vu Zita Oligui aller à son chevet? La maman de Berikia a été soulevée, on allait la frapper en prison. Elle est sortie. J'ai fait un live pour parler de ça. Vous avez entendu Anouchka sortir pour parler de ça? À quel moment ces dames-là sont aux côtés des populations gabonaises? On en a deux. Sidia était seule avec Ali Bongo. Aujourd'hui, nous avons trois. Oligui Nguema, Zita et Anouchka. Elle est venue nous faire une idiotie de un plat, un sourire. Quand tu finis de donner un plat, un sourire à quelqu'un, le lendemain, qu'est-ce qu'il mange? Mais quand tu prends une bourse, tu dis à quelqu'un que si tes études font 5 ans, sur 5 ans, Osavingo te paye les études. Pourtant, à cette époque, les bourses des stages fonctionnaient. L'État octroyait aux étudiants méritants des bourses. Et quand ces étudiants-là allaient à l'extérieur, on n'avait pas des étudiants qui faisaient 6 mois, 7 mois, comme ce qu'on vit avec Oligui, où les Gabonais à l'extérieur sont en train de faire les lives pour dire que je suis Gabonais, je vis dehors, sortez-moi de là. Vous n'avez pas vu les vidéos des étudiants gabonais à l'extérieur, que ce soit en Turquie, que ce soit à Tunis, que ce soit au Maroc, en Afrique du Sud, au Sénégal, en France, au Canada, aux États-Unis. Vous n'avez pas vu les étudiants faire des lives pour dire qu'ils n'ont pas les bourses depuis 6 mois, 7 mois. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu les étudiants venir ici faire des publications pour dire que si l'État ne paye pas les frais de scolarité, on sera mis dehors de nos campus et de nos écoles? Vous n'avez pas vu ça? Quand Ali Bongo était là, ça existait. Reconnaissez ça, que les dieux me frappent pour me faire taire. Autrement, vous m'entendrez toujours tenir ce langage. Oui. Quand vous avez dit que les ancêtres vont nous frapper de confusion, que les ancêtres me frappent. Si vous n'arrivez pas à reconnaître ça, vous êtes très loin de la libération du Gabon. Oui. Parce que c'est une malédiction que vous traînez, que le Gabon traîne. Nous avons dénoncé Ali Bongo, mais même dans la dénonciation, il faut être juste. Ce qui a été fait, vous dites que ça a été fait. Les manquements, on les souligne et on les dénonce. Vous ne pouvez pas changer de bouc émissaire au gré de des situations catastrophiques que vous vivez. C'était Ali Bongo. Après, c'est devenu Sylvia. Après, c'est Noureddine. Après, c'est Billy Bizet. Après, c'est maintenant Ondosa qui voulait déstabiliser le Gabon. Maintenant, aujourd'hui, ce sont les enseignants qui déstabilisent le Gabon parce qu'ils demandent ce qui leur revient de droit. Vous avez des problèmes? Que les dieux me frappent, que les ancêtres me frappent. Mon discours ne changera jamais. Et je dirai toujours que Billy Bizet, que vous voulez l'entendre ou pas, Billy Bizet n'est pas le problème de ce Gabon. Si Billy Bizet était le problème de ce Gabon, Billy Bizet n'est plus au pouvoir. Billy Bizet n'est plus premier ministre. Billy Bizet n'est plus ministre de la communication. Billy Bizet n'est plus ministre de la culture. Billy Bizet n'est plus ministre de l'énergie. Pourquoi aujourd'hui, il y a le turnover en ce qui concerne la fourniture d'électricité au Gabon? Pourquoi? Où sont les centrales flottantes qui ont coûté 12 milliards par mois à l'État gabonais? Pour quel résultat, s'il vous plaît? C'est où? Les centrales flottantes, elles sont où? C'est vous les meilleurs. C'est vous qui êtes venus avec des idées rénovatrices. Les centrales flottantes sont où? On en parle? On en parle? Donnez l'argent des enseignants, régularisez les situations administratives des enseignants. Vous pouvez le faire et vous avez l'obligation de le faire. Si vous ne le faites pas, il y aura année blanche cette année. L'année prochaine, il y aura année blanche. Jusqu'à ce qu'Oligui fuit le Gabon. Et c'est ce qui se profile à l'horizon. Oligui risque de fuir le Gabon. Parce que quand vous allez finir de rigoler du spectacle de Jonas, Oligui, lui,
il sera face à sa réalité. Lui, quand il est dans son bureau là-bas, il est face à sa réalité. Hein. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Il allait faire des prêts, il allait prêter de l'argent dans les fonds vautours qui ont emprunté de l'argent à des taux extrêmement élevés. Il faut que le Gabon paye ces fonds-là, ces dettes-là. Donc, le mec, il n'a plus d'argent. La réalité, c'est qu'Oligui n'a plus d'argent. Là, il est en train de faire la manche, il demande 500 milliards de dollars. Peut-être venir régler les problèmes des enseignants. Mais quand il aura fini de régler les problèmes des enseignants, il y a le problème les agents du secteur de santé. Il y a la main-d'œuvre non permanente qui est là. Il y a le secteur pétrolier qui est là. Il ira chercher l'argent où pour régler tous ces problèmes-là? Il finira par fuir le Gabon. Donc, jubilez, dansez, tant que ça vous plaise, allez-y, donnez-vous à cœur joie. Sauf que après ça, la réalité sera que Oligui n'a pas de solution à proposer aux Gabonais. Nous sommes dans un piège. Oligui a piégé le Gabon. Allez-y demander à Oligui pendant que vous y êtes. Quand vous aurez fini de parler de moi et de Jonas, faites les lives, vous demandez à Oligui ce qu'il a fait de tout l'argent qu'il est allé emprunter. De 56 à 85% de dette. Le surplus là. Donc, quand vous comptez 87 quand vous comptez 66 jusqu'à 87, ce que vous trouvez là, qu'est-ce qu'Oligui a fait de cet argent-là, de l'argent qui représente ce pourcentage de la dette-là? Qu'est-ce qu'il a fait de ça? Il paye pas les fonctionnaires, parce que même les agents comment on appelle ça, des régies financières menacent de rentrer en grève. Ils payent personne. Même là où j'étais au Silam, ça se plaint qu'ils ne perçoivent pas leur salaire. Ils payent personne. Les régies financières, ils ont les primes qui sont en train d'être sectionnées, coupées. Oligui a fait quoi? De l'argent. Il y a des fonctionnaires aujourd'hui qui cumulent 2 mois, 3 mois de salaire impayé. Oligui a fait quoi? De l'argent. Si au moins Oligui avait emmené la dette à 86% et qu'il avait réglé tous les problèmes de tous les fonctionnaires, tous ceux qui ont les rappels soldes là, tous ceux qui n'ont pas perçu leur salaire depuis 6 mois, 5 mois, s'il venait même nous expliquer que aujourd'hui, aucun Gabonais ne peut lever le doigt pour dire que on n'a pas pu payer son salaire, on n'a pas pu payer comme ça, on n'a pas pu payer comme ça, on n'a pas pu payer comme ça. On peut comprendre. Bon, après, je dis n'importe quoi, hein, c'est des exemples que je prends. Qu'est-ce qu'Oligui a fait de l'argent? Allez-y poser la question à Oligui. Ne dites pas aux Gabonais que non, mais allez-y, faites comme au Burkina Faso, demandez ce que vous pouvez faire pour Oligui. Même les chantiers là, les Gabonais doivent aller construire là-bas sans être payés. C'est-à-dire que même s'il y avait la possibilité d'aller là-bas sans être payé, Ebomaf est venu avec sa main-d'œuvre. Vous êtes là, vous savez que Ebomaf est venu avec sa main-d'œuvre. Il y a combien de Gabonais qui travaillent sur les chantiers d'Ebomaf? Combien de Gabonais travaillent sur les chantiers d'Ebomaf? Pour la construction de vos, soi-disant, Oliguiville, etc., etc. Combien d'entrepreneurs sont pris sur ces chantiers-là? Combien de maçons gabonais sont pris sur ces chantiers-là? Zéro. Parce que si Oligui avait permis à ce que les entrepreneurs gabonais, la main-d'œuvre, les maçons, les carreleurs, etc., etc., là, ceux qui posent les belles vitrées, comme ils les appellent là, s'il avait permis à ce que ce soit les petits Gabonais qui sont les petits Bangano, qui sont dans les Akebe, les Balalala, les au vin d'eau rouge, etc., les Chao Mao là, je vous jure que peut-être même que sur une période de 6 mois, on aurait eu peut-être une baisse du taux d'insécurité et d'oisiveté des jeunes dans la capitale de Libreville. Mais Oligui n'est pas là pour ça. Il n'est surtout pas là pour le plus bas peuple. Il n'est pas là pour vous. Ce qu'il sait vous faire, c'est aller acheter 10 000 ordinateurs, vous les offrir pour vous dire que allez-y vous abrutir sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez que nous, en France, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de ta vie, je viens bavarder, là, quand je finis de bavarder, le soir, entre 22h et 2h, 3h du matin, je fais ma formation. Vous savez ça? Parce que la France me permet ça. Vous avez cette possibilité au Gabon? Oligui vous prend les ordinateurs, il vous donne les ordinateurs pour venir jouer au con sur les réseaux sociaux. Pendant que lui, ses enfants, sont en train d'apprendre dans des établissements privés français. Vous êtes là, on vous donne les ordinateurs pour venir jouer au pitre sur les réseaux sociaux. C'est devenu les Facebook, TikTok, Instagram et YouTube sont devenus les plus grands employeurs du Gabon, au Djanjangori. Vous travaillez là-bas gratuitement. Vous allez seulement déverser votre aigreur, votre frustration de la vie. Et quand vous finissez ça, vous sortez du virtuel là,
votre réalité vous rattrape parce qu'elle est juste là à côté de vous. Quand vous avez fini d'insulter les gens, quand vous avez fini de médire sur la vie des gens, quand vous avez fini d'envier la vie des gens, tu sors du virtuel, la fin te dit coucou, ça va? Je suis là. Ton enfant pleut là-bas, il y a le kwashoko, il y a le beriberi, le gros ventre, on est les enfants qui vivent dans le désert. Il a la gale, il a les gratis-grata, parce qu'il n'y a pas l'eau. Quand l'eau vient, l'eau est jaune. Tu laves ton enfant avec l'eau là, direct les gratis-grata. Vous avez il y avait un palu à l'époque qu'on appelait là, le chikungunya. Ça existe encore, le chikungunya. Voilà, les maladies des gens du tiers-monde, après le tiers-monde. Les pays qui sont après le tiers-monde là, c'est les pays comme ça qui ont ces genres de maladies là. Et ça existe au Gabon. Le kwashoko, les gratis-grata, la gale. Des trucs bizarres. Ça ne vous inquiète pas. Même votre espoir, on vous le vole. Parce que l'enseignant façonne l'espoir. Tu envoies ton enfant à l'école dans l'espoir que si je n'ai pas réussi, mon enfant en allant à l'école, il a beaucoup de chances de réussir demain dans sa vie. Il va être ingénieur, il va être médecin. Mais quand on est médecin là, quand on est avocat, la contrepartie de ça c'est quoi? C'est la stabilité. Parce que tout travail mérite un salaire. Et quand tu vas exercer ta fonction, tu es payé en contrepartie. Donc, les parents forment leurs espoirs. Chez nous, on dit que l'enfant, c'est la plantation. Tu vas, tu plantes. Parce que tu sais que à une période de l'année, tu vas manger le fruit de ta semence. De ce que tu as mis sous terre. Tu vas récolter ça. Donc, l'enseignant, il forme l'espoir. Des parents, mais aussi des enfants. Vous ne pouvez pas tuer l'enseignant dans un pays, c'est pas possible. Mais vous tuez l'enseignant, vous avez tué toute une nation. Et on dit ça, des mamans qui se lèvent, qui n'ont même pas le souci de l'avenir de leurs enfants. Elles viennent à la télévision dire que non, le problème, c'est vous les enseignants, c'est à cause de vous. Si nos enfants ne partent pas à l'école, c'est vous qui voulez tuer l'avenir de nos enfants. Vous ne dites pas à vos gouvernants de régler le problème des enseignants. Ça ne vous intéresse pas. Giovanni, j'ai beaucoup parlé, vas-y. Merci, bonjour à tous. Mais écoute, pour parler de cette affaire, je pense que la lecture est simple et limpide. Vous voyez, on a choisi qui pour aller parler de ça? On n'a pas choisi la maman qui est dans l'administration, qui un temps soit peu peut réfléchir pour passer le message. On a allé prendre nos mamans, avec tout le respect qu'on a pour elles, qui se battent dans les marchés pour essayer de nourrir leur petite famille et qui ne comprennent pas grand-chose aux enjeux pour qu'elles viennent s'exprimer maladroitement au bénéfice d'un pouvoir qui ne veut rien faire pour régler la situation. Parce que en définitive, les mamans là, c'est qui? Les mamans là, ce sont les mamans dont les enfants sont condamnés, s'ils réussissent à l'école, à ne suivre qu'une seule filière, deux filières, soit l'armée, soit l'enseignement. Ce sont les enfants des futurs enseignants à qui on fait dire ce que les mamans là ont dit là. Parce que nous qui venons d'en bas, les seuls débouchés qui existent en définitive, c'est ça. Les enseignants qui pleurent aujourd'hui, leur maman, il y a 25 ans, 30 ans en arrière, ont aussi tenu ce même discours-là. Aujourd'hui, ces mamans-là ont compris qu'elles ont condamné elles-mêmes leurs propres enfants au bénéfice du même système. Parce que les enseignants qui réclament aujourd'hui, ce sont les élèves d'hier qui subissaient ça et dont les parents sont venus à la rue pour dire « Mais les enseignants aussi, on vous a déjà donné un peu, non? Faites d'abord avec le un peu là. » C'est ça le résultat de nos renoncements. Des gens qui nous couillonnent pendant des années et des années, depuis plusieurs décennies. Quand certains arrivent à trouver la solution pour mettre ce système-là genou au sol, on nous utilise encore nous-mêmes, on monte les uns contre les autres pour finalement servir les intérêts du même système. Parce que est-ce que ces mamans-là sont conscientes que leurs enfants vont dans une école où ils sont sur dans des effectifs de 60-70 par salle de classe, 3 à 4 personnes assises sur le même tableau-banc, qu'il y a des élèves qui finissent l'année qui ne passent pas au tableau, qu'il y a des élèves qui finissent l'année alors qu'ils sont très intelligents, mais comme ils sont émotionnellement fragiles, ils n'y comprennent pas grand-chose dans une salle de classe saturée. Parce que le maître ou l'instituteur n'a pas la latitude de pouvoir distiller des cours
à des gens qui n'ont pas nécessairement une compréhension fragile, bien qu'ils soient intelligents. Les conditions de vie dans lesquelles, les conditions d'apprentissage dans lesquelles nos enfants sont soumis. C'est ça qui fait que beaucoup sortent de là et s'orientent ailleurs. Le contenu pédagogique qu'on utilise aujourd'hui, c'est ça qui fait que des personnes intrinsèquement intelligentes finissent par sortir du circuit sans aucun diplôme ni formation à l'appui. Pas parce qu'ils sont idiots, mais simplement parce que l'environnement est toxique pour un cerveau trop fluide. Et vous allez remarquer, même ceux qui sont en Occident, les enfants surdoués par exemple, ils ont du mal avec les schémas classiques. C'est-à-dire que si vous le mettez dans un schéma classique, vous aurez l'impression que c'est le plus bête de la classe. Quand vous le reprenez en dehors de sa salle de classe, vous allez vous rendre compte que c'est une lumière qui réfléchit au-delà des choses de son temps. Et ces choses-là, notre environnement ne permet pas de détecter ça, alors qu'on a plein d'enfants comme ça, qui sont nés avec ce truc-là. Bien sûr, bien sûr. Donc, il faut qu'on évite de prendre des débats, parce qu'on croit qu'on est dans une guerre de qui est contre tel et qui est pour tel. Et jusqu'ici, nos frères kunabélistes et tous les autres vendus du game pensent que on est dans une compétition de qui aime qui contre qui. Et c'est là que vous vous faites mal parce qu'on ne joue pas sur le même terrain. Je viens de regarder le remake de ce qui s'est passé sur le live où Jonas était en train de jubiler et de les pointer du doigt à des gens qui n'ont plus aucune influence sur le quotidien des Gabonais. C'est-à-dire que si le but ici c'est de combattre le système, moi je me pose la question. Si la priorité pour nous tous ici c'est de combattre le système et les acteurs qui continuent à l'animer et le maintenir, quel temps moi j'ai à perdre pour aller taper, je dis un nom comme ça, sur un Andrew, parce qu'on n'est pas lui et moi d'accord sur le fait que la France a de l'influence encore auprès de notre gouvernement. Est-ce que c'est une priorité pour moi de faire un débat comme ça avec un Andrew sur ce sujet-là? Parce que ça ne nous amène pas finalement à l'atteinte de l'objectif commun qui est de celui de faire partir les incompétents qui sont à la tête de notre pays le plus vite possible. Donc si je fais une digression comme ça et que je prends toute mon énergie pour ne parler que de ça, comprenez une seule chose. C'est qu'au fond, mon combat est orienté. Mon combat, c'est pas celui que je chante tous les jours. Quand j'entends des gens dire on en a fini avec les gens qui viennent du système, mais allons regarder les choses dans le fond. Jonas n'était pas candidat parce qu'il vit dans la diaspora. Tous les candidats de la diaspora ne pouvaient pas se présenter parce qu'ils ne vivent pas au Gabon. Les profils neutres qu'ils disent là, il y en avait. Shining, elle était neutre ou pas? Elle n'a jamais joué dans le système Bongo PDG. Enfin, du moins, on ne la connaissait pas. Donc, elle aurait pu au moins nous tromper avec ça. Elle est jeune, elle est neutre. La pensée, c'est pas un homme du système au sens où on l'entend. Il est fonctionnaire gabonais. Donc, s'il y avait une logique, s'il y avait une vraie logique de se dire, nous, aujourd'hui, la priorité, c'est les profils neutres. Je pense que Jonas et tous les frères qui sont allés sur le live pour aller soutenir ce point de vue, la première chose qu'ils auraient dû faire, c'est de monter une dynamique commune pour dire, voici 2-3 profils sur lesquels on peut se concentrer parce que dedans, on peut tirer profit de ça. Notre frère qui avait dit qu'il n'est pas plombier en 2023, il était encore candidat. C'est un profil neutre, il est chrétien. Il n'a jamais milité pour un parti. J'en arrive. Alex, il s'appelle Alex Stopen Ibinga. Voilà. Il était candidat, il est chrétien, il n'a jamais milité dans un parti. Je n'ai pas vu Jonas dans sa logique. Et tous ceux qui disent qu'on ne veut plus les pions du système, qui sont allés là-bas pour faire ce témoignage-là, je ne les ai pas vus s'organiser pour dire, voici les vrais candidats qu'il nous faut, battons-nous pour mettre ces gens-là en avant. Donc, c'est un prétexte qu'on veut prendre, parce qu'on veut justifier sa nouvelle position de quelqu'un qui allait vendre ses convictions. Ce n'est qu'un prétexte. Ce ne sont que des prétextes. Tous ceux qui se sont exprimés là-bas en ce sens-là n'ont eu qu'un prétexte. Parce qu'au fond, ce qu'ils disent était devant eux, et on ne les a pas vus appliquer la recette. Et contrairement à eux, nous, Princesse de Souba incluse, on a créé au départ un mouvement qui s'appelait Nouvelle Aurore, à l'intérieur duquel il y avait Fred Aurel, Zéou Moussok, le juriste qui a humilié tous les autres juristes du camp du oui pendant l'élection. Joël Mapangou, moi-même et d'autres qui ne sont pas nécessairement connus. On a établi un cahier des priorités qui sont les nôtres et les critères auxquels il fallait répondre pour être candidat soutenu par nous. Nous sommes allés voir Jean-Rémy Yama parce que j'ai entendu ce nom-là dans le live de Jonas. Il paraît que c'était le seul vrai candidat. On a dit au papa là que nous, voici notre démarche. On veut une dynamique de l'opposition.
Cette opposition-là se fera avec tous les volontaires qui veulent. Mahanga Moussavou, tous les anciens qui sont sortis et qui pensent qu'ils peuvent se mettre face à Oligui. Sauf que on va inviter les gens à une primaire. Personne ne sera le favori, personne ne sera l'outsider. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent être candidats vont tenir la marche dans cette dynamique-là. On a voulu faire signer ce protocole-là à ce monsieur-là. Il a dit non, il faut que ce soit lui le seul et unique candidat. Nous sommes allés voir Billy Binze. On lui a expliqué le même procédé. Le mec s'est incliné pour dire que je ne suis pas nécessairement moi le leader. Je veux bien m'accrocher à une dynamique pareille. Il était partant. Je parle là, tout le monde m'entend. Donc, si c'est faux ce que je dis, il y a des pros, il y a moi qui peuvent venir témoigner. Parce que moi qui vous parle, et vous m'avez vu, lorsqu'on a fait le référendum, le non, mais on n'était pas avec Billy Binze, moi j'étais avec Yama au référendum. Donc, on ne peut pas m'accuser aujourd'hui de prendre part ou de prendre parti pour Billy, parce que je suis désormais dans le même parti que lui, que je milite dans le même parti que lui. Pourquoi j'ai fait campagne avec Yama? Parce que j'estimais qu'on était très proches par le parcours et il correspondait au profil qu'il fallait. Mais lui voulait absolument être le leader. Maintenant, imaginons on était resté sur lui jusqu'à la présidentielle. On n'aurait pas eu de candidat puisqu'il a été éliminé pour une affaire d'état civil. L'autre, que vous dites qu'il est venu seulement pour prendre le leadership, il veut absolument briller, rien que lui, parce qu'il a le talent pour exister même dans l'adversité. Ça, il faut le lui reconnaître. On était tous hostiles ici, mais le mec est resté constant. Et il a montré qu'il a la capacité de renaître de ses cendres. Il a dompté l'environnement. Aujourd'hui, beaucoup commencent à lui donner du crédit. Il a fait un travail. Mais ce que vous dites être neutre là, Jonas particulièrement. Excusez-moi. Non, je reviens. Il faut qu'on se dise la vérité. Je n'ai rien contre lui, mais il faut qu'on se dise il faut éviter de manipuler les gens. Parce que c'est ce qui se fait là. Plusieurs sujets sont sortis. À part insulter, à part regarder dans les culottes, à part faire du Congo ça. Mon grand frère, à la tête d'un parti politique, qui se veut être un parti politique d'avenir et sérieux. Dites-moi le sujet public que ce gars-là a pris, a analysé du début à la fin, et vous a fait une antithèse. On a parlé du référendum. Il a parlé de ça. Ça dit que quel est le développement qu'il a fait dessus qui nous a émerveillés tous. On a vu. Pour se dire, il est prêt à la gouvernance. On est venu sur le code électoral. À quel moment il a pris article par article, il a analysé et il a fait des antithèses pour montrer que oui, en tant que président du parti qui ambitionne gouverner un jour, voilà ma vision. À part les dénonciations, il est activiste, il est journaliste de dénonciation, mais il n'est pas un acteur politique au sens où on l'entend. Il n'est pas un acteur politique au sens où lui-même oriente le débat en disant on veut des nouvelles personnes. Moi, je ne veux pas avoir des bras cassés à la tête du pays parce que je milite. Parce qu'on a dit qu'Oligui doit partir. On l'a fait avec Ali. On a dit qu'on voulait même un chien. Aujourd'hui, on est tous en train de pleurer. On refait encore les mêmes erreurs. Parce qu'on est dans l'émotion. Non. Je veux voir un acteur politique. J'ai envie de voir Jonas qui fait des lives. Il parle d'économie. Tout seul, il fait des développements. Il fait des orientations. Il fait une thèse. Il fait une antithèse. Et il nous oriente le chemin. Là, moi, je verrais que là, il est prêt. Mais ne confondons pas le Boukadji qu'on fait là. Et on croit qu'on est on est en train de faire de la politique. C'est faux. Je vous dis, c'est Ali Bongo qui a commencé à démystifier la fonction présidentielle et voire même la fonction gouvernementale. Parce que tout le monde, dès qu'on a vu Ali Bongo au pouvoir, on s'est dit tout le monde peut être président. Ça se voit. Parlons politique. Sortons des émotions. Sortons de qui a fait quoi hier. Sortons de qui n'a pas fait quoi hier. Parlons politique là où, à l'état actuel de notre pays. On parle de l'économie du pays. Qui viennent nous faire une structuration économique de ces projections pour le Gabon. Comme l'a fait Ondrosa quand il nous expliquait sur le live la dernière fois. Parlons politique, comme ça on va savoir si notre candidat futur est prêt. L'autre aspect, moi je suis prêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, même Billy sait ça. Il sait que le jour où j'ai un candidat qui n'a pas trop de casserole, je prends ma tangente, qui peut me garantir un vrai combat, un vrai face-à-face. Un candidat qui ne souffre d'aucune contestation. C'est-à-dire que dans toutes les classes, on rentre, dès qu'on présente ce candidat-là, il met tout le monde d'accord. Il sait que je prends ma tangente, je ne suis pas prisonnier. Je ne suis pas prisonnier. Maintenant, moi j'ai envie de voir, puisque Jonas, il l'a dit dans un autre live, que lui, il envisage être le prochain candidat. Donc, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il veut faire croire, mais je sais que c'est de la manipulation, parce qu'il sait qu'il n'est pas à la hauteur de la fonction. Il veut faire croire que lui, il veut se positionner désormais en leader d'opposition. Yajo commence à rentrer, parce que tu sais que la prochaine élection, si tu fais 3 ans hors du territoire avant l'élection, tu ne seras pas éligible. La Constitution là, te barre la route. Donc, premier acte pour montrer ton sérieux et ta détermination à en finir avec ce régime. Commence à rentrer. Moi, je parle ici tous les jours. On ne m'amène pas en prison. Commence à rendre ton discours conforme. Arrête d'insulter quand tu fais les lives. Et tu ne parles que des politiques, tu critiques.
avec des éléments scientifiques à l'appui, personne ne t'amènera en prison. Et Mais moi, je t'accompagne partout. Boulingi, attends, Boulingi, je suis quand même méchant, hein, parce que la seule personne à qui Jonas a pris la part, c'était toi, hein, quand tu étais sur son live là-bas. Non, c'est pas une question de part. Mais je ne lui dis rien de méchant, moi je lui parle en vérité. Parce que les gens pensent que quand on est chez Billy, tout ce qu'on fait c'est ronfler, et quand il dit A, nous tous on répond oui, B. Sinon on ne fait pas ça là-bas. Et ceux qui sont dans les réunions avec lui vous diront, quand nous on allait chez Billy, quand on a décidé qu'on soutient Billy, on allait avec un cahier pour lui dire voici les choses que nous on veut voir appliquées si jamais on te soutient, tu deviens président. Et sache que le combat là, on va le faire ensemble. On n'a pas pris un franc. Hein. Je parle là, tout le monde l'entend. Billy ne nous a pas donné un franc pour faire la campagne avec lui. Pourquoi? Parce qu'on voulait avoir du poids. On s'est dit, on peut ramener du monde, mais si on ramène du monde, on veut pouvoir garder le contrôle sur lui, parce qu'il doit rester avec cette dette-là. Et on s'est battu pour ça. Et il nous a respecté pour ça. Et aujourd'hui, quand il parle, dans tout ce qu'il propose, il y a des éléments qui sont venus avec nous. Ce sont ces éléments-là qui nous donnent du poids chez lui. Mais Giovanni, on va aller plus loin. Pendant l'élection présidentielle, quelle est la plateforme qui est allée avec tous les candidats qui étaient opposés à Oligui? Le purgatoire, ma page. J'ai donné la possibilité à tous les candidats. Ils sont venus ici avec même nous. Bongweres. On était là. Même Bongweres est venu. La pensée est venue. Ils sont tous venus. Enfin, ceux qui étaient si vous êtes dans une élection, si on est dans une élection présidentielle où notre candidat est connu et choisi par tous, pourquoi on donne de la visibilité à d'autres tout le monde? Maintenant, je vais aller plus loin. L'objectif, c'est de faire... Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Mengara n'a jamais trempé ses mains dans les histoires de Omar. Il n'a jamais trempé ses mains dans les histoires d'Ali Bongo. Il n'a jamais trempé ses mains dans les histoires du PDG. N'est-ce pas? Mengara qui est aux États-Unis là. Mengara est en diaspora ici avec nous. Avant que Mengara ne dépose son dossier et que on mette son dossier de côté, puisque c'est vous les plus anciens dans l'activisme, vous aurez pu peser de ce poids-là pour nous dire à nous tous qui étions en dessous là, que fédérons-nous derrière Mengara et accompagnons Mengara. Ça a été fait? Non. Le seul message que vous aviez à cette élection présidentielle, c'était non, n'allons-y pas dans les urnes. Mais vous n'allez pas dans les urnes. Oligui avait Iloko. Il était là. C'est-à-dire que tout le monde pouvait ne pas partir comment on appelle ça, à l'élection présidentielle, mais Iloko allait partir. Et Iloko aurait fait gagner Oligui au Lavet. On est d'accord? Donc la technique de boycottons l'élection, ça n'a pas marché hier, ça n'allait pas marcher en 2025 et ça ne marchera pas en 2032 si jamais on arrive en 2032 à une élection présidentielle. Vous voulez que on soutienne quelqu'un de neutre. Mengara était là, non? Mengara est là. Naturellement. Encore nous, on était même avec Mengara quand il est arrivé. Mais Mengara, on a reçu Mengara ici, non? Voilà. Donc nous, on a donné la parole à Mengara. Mengara est venu, Mengara a parlé avec nous, il nous a exposé son projet, on l'a écouté, il nous a dit ce qu'il avait à dire, on l'a écouté, on a écouté Jean-Rémy Yama, on a écouté monsieur Michel Ngundu, on a écouté Bongweres, on a écouté La Pensée, etc., etc. Mais non, contrairement à nous qui sommes les nouveaux, qui ne comprenons absolument rien, qu'est-ce que vous avez fait? C'est bien de nous sortir des grandes théories aujourd'hui. Que non, on doit se mettre, mais Giovanni est là, non? Giovanni, il peut devenir machin. Mais Giovanni, il a quel réseau? Il a quelle acquaintance avec qui? Parce qu'on ne fait pas la politique, on se lève un bon matin comme ça. Il n'y a que les révolutionnaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui a soulevé la rue, il a mené un mouvement de rue, il a renversé le pouvoir, et puis il est neutre, il n'a jamais trempé dans rien du tout, et puis déclaré président. Ok. Même les révolutionnaires ont les réseaux. Faut pas suivre ce que tu vois dans la rue. Ça, c'est le travail de la foule. Mais derrière, tu ne sais pas pourquoi le pouvoir qui le voit en train de travailler tous les jours ne peut pas mettre la main sur lui. Est-ce que tu sais? Tu ne sais pas. Est-ce que tu sais comment il fait pour financer les têtes de proue dans chaque quartier, dans chaque recoin? Tu ne sais pas. Donc, il y a ce qu'on voit et il y a ce qui est ce que les gens ne voient pas. Ce qui est en dessous qu'on ne voit pas. Il y a un travail qui est fait. Mais je vous en supplie, le travail qu'on fait, c'est pas les lives qu'on fait. À combien de reprises on a dit ici que sortons des lives, allons-y nous constituer. Même Christian Rekula, qui a demandé seulement à ce que on mette en place une association. Combien de Gabonais, tant que c'est pas moi qui fais,
Personne ne peut faire. Quand c'est quelqu'un d'autre qui va venir faire aussi, je vais boycotter. Mais vous êtes... Non, mais moi, je sais même pas pourquoi tu as encore ramené le débat là ici. C'est un débat qui me met tellement il en faut boule. éclairer en termes des gens. Parce que quand des gens viennent dans tous les panels, des gens se retrouvent avec qui on marche. Parce qu'on n'est pas ennemis. Quel que soit ce qu'on peut se dire aujourd'hui, on n'est pas ennemis. Moi, j'ai entendu des gens avec qui on a l'habitude de débattre. Et qui viennent et qui disent qu'on est dans le même camp, mais qui ce jour-là, à la limite, se réjouissent. C'est comme si on les étouffait quand on est ici entre nous. Donc il faut répondre à ces gens. Et parce que, comme on est émotif, quand ils parlaient là-bas, ça semblait raisonnable. C'est-à-dire que quand tu les entendais, tu te dis, mais oui, c'est vrai, ils ont raison. Pourquoi on est obligé encore de faire avec? Mais il y a eu des préalables, il y a eu une occasion pour nous tous de nous aligner. Allons nous questionner sur ce qu'on a réellement fait quand il fallait s'aligner. Donc c'est pas un sujet banal, parce que c'est sur ça qu'on prend, et on va faire, et aujourd'hui je regarde, quelqu'un dit, quand je vois ce que Billy Binzé et Ondoro Safo en France, dans les salons, je sais que c'est pas dans l'intérêt de Gabonais. Quelqu'un est caché dans une maison. Il est caché dans une maison, personne. Là, tu m'insultes, parce que moi-même, je suis dans une maison, là. Non, c'est pas grave. Mais de dire que l'autre qui est arrivé 5-3 jours, là, et vous croyez qu'une réunion de très haut niveau secrète en France, c'est-à-dire que le gars est caché dans une maison où personne ne sait où il vit, lui, il est au courant. Mais c'est la manipulation. Il dit, j'ai les preuves. On se connaît ici. Tu as les preuves, tu brandis les preuves là, tu ne fais pas ce que tu fais là, tu ne dis pas, j'ai les preuves. On se connaît. Et comme les gens sont dans l'émotion, ben, on a tendance à croire que oui, c'est vrai. Mais Billy Binzé en France, tout le monde sait ce qu'il est en train de faire. Parce que tout le monde sait qu'il rencontre les communautés gabonaises, il communique sur ça. Maintenant, je vais dire une chose pour clore définitivement ce débat-là. Peut-être que Giovanni voudra encore en parler. Je vais vous dire une chose claire. Il y a 3 possibilités qui se dressent devant nous. Hein. Les captureurs de live, la capturée. Il y a 3 possibilités qui se dressent parmi nous. La première possibilité, le prochain, un autre coup d'État. D'accord? Et on sait que dans un pays normalement constitué avec des gens logiques, les coups d'État se font. Il y a des coups d'État électoraux et puis il y a le coup d'État militaire. Mais dans la configuration du Gabon, ce qui est susceptible d'arriver avant 2032, c'est un autre coup d'État. Billy Bizet n'est pas militaire. Donc, s'il y a un autre coup d'État, c'est certainement pas Billy Bizet qui sera le putschiste en chef qui prendra le pouvoir. La deuxième possibilité, c'est la révolution. La révolution, on ne peut pas savoir qui va se lever. C'est peut-être un Gabonais qui n'est pas encore connu, qui va se lever et qui va chauffer les foules, qui va mettre de l'argent peut-être dans le secret, qui va faire une organisation pour emmener à une révolution. Je ne pense pas que ce soit Billy Bizet parce que Billy Bizet, c'est quelqu'un qui respecte les principes de la démocratie. Je ne pense pas que ce soit lui. Donc là encore, ce ne sera pas lui le président. La troisième possibilité, c'est qu'on arrive jusqu'en 2032 avec Oligui. Et si on arrive jusqu'en 2032 avec Oligui, ce n'est pas à nous, activistes des réseaux sociaux, de décider de qui sera le président de la République, bon sang. Ce sera au peuple souverain d'aller dans les urnes et de décider de qui sera le président de la République. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Que ce soit Billy Bizet, que ce soit Yama, que ce soit Ondonsa, que ce soit je ne sais pas qui d'autre qui est opposant à Oligui là. Ils ne sont candidats à aucune élection parce que nous sortons d'une élection. L'élection, elle est derrière nous. En quoi est-ce que nous, on va être là en train de faire l'apologie de Billy Bizet? À quelle fin? En réalité, à quelle fin? Billy Bizet, il a une plateforme politique qui n'est pas celle qui est au pouvoir. Donc, en réalité, ce n'est pas sur Billy Bizet qu'il faut tirer. S'il faut tirer sur Billy Bizet, attendons quand on sera en 2032 ou en 2031, quand Billy Bizet va vous dire que je suis candidat à l'élection présidentielle, à ce moment-là, vous allez tirer sur lui. Sinon, ce que vous faites, c'est de la mauvaise foi. Vous avez des problèmes particuliers et c'est ce qui est la vérité. Parce que moi, j'ai reçu le courrier envoyé par mon très cher grand frère Jonas Moulenda, adressé à Billy Bizet pour que Billy Bizet aille participer à l'ouverture de son parti politique. J'ai le document signé de la main de Jonas Moulenda et c'est une histoire qui arrive après le coup d'État. Ce n'est pas une histoire des années 80 où Billy Bizet n'était pas encore Premier ministre, hein, où Billy Bizet n'avait pas encore construit, on n'avait pas encore fait le constat que Billy Bizet n'a pas construit Makoko. C'est un document qui est arrivé quand on a fini de faire le diagnostic de la médiocrité de la gestion de Billy Bizet, hein, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le diagnostic est posé, tout le monde a déterminé que Billy Bizet est le mal profond du Gabon, mais en 2024, il y a un courrier adressé par Jonas Moulenda à l'endroit de Billy Bizet pour que Billy Bizet aille le soutenir. Mais comment est-ce que vous pouvez vouloir du soutien
de quelqu'un que vous venez peindre aujourd'hui comme celui qui est le mal profond du Gabon. Il n'y a aucune cohérence dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Surtout l'agent d'Oligui dans l'opposition. Attends. Un peu de cohérence. Soyons un tant soit peu cohérents. Soyons un tant soit peu cohérents. J'ai l'impression qu'on veut discréditer je sais pas, une catégorie de personnes. Mais vous dirigez votre combat vers les mauvaises personnes. Parce que je vous ai dit l'autre fois sur le live que ce soit nous ou pas nous, le Gabon, s'il doit se libérer, si l'horloge divine des ancêtres a sonné que le Gabon sera libre le 25 mars 2026, personne ne pourra échapper à ça. Vous avez la montre, mais Dieu, il a l'heure. Et personne n'est dans le secret des dieux. Donc arrêtez de venir raconter. Si vous avez des problèmes psychologiques, je préfère rester sur ça. Allez vous faire traiter. Parce qu'on ne peut pas être sérieux. On ne peut pas dire qu'on veut être président de la République et on vient avec des photos de femmes nues sur les réseaux sociaux. C'est quel genre de président vous allez être? On ne peut pas dire qu'on veut être président de la République et à chaque fois qu'on prend la parole, on est toujours en train d'aller chercher dans les culottes des femmes. C'est quel type de président vous allez être? On ne peut pas prétendre être président de la République demain ou après-demain dans ce Gabon-là et avoir les attitudes que nous avons, les attitudes d'intolérance, des attitudes qui démontrent que nous sommes réfractaires à la contradiction. Quand on dit que je suis allé manquer de respect à quelqu'un, mais quand je suis monté sur le live, j'ai été très poli. Quand j'ai dit que je manque le respect à quelqu'un, c'est pas ce que j'ai fait chez Jonas. Je suis allé dans l'extrême parce que Jonas a dit des propos extrêmement graves. Je suis monté, je lui ai posé des questions parce que je voulais comprendre sa logique. Tu ne peux pas dire, il y a un an, tu vas faire des courbettes chez quelqu'un pour qu'il vienne sur ton balcon. Tu vas faire des courbettes chez quelqu'un pour qu'il vienne t'assister pour ton parti politique. Et 8 mois après, tu viens l'insulter sur les réseaux sociaux. Sur quelle base? Où est la logique? Et tu vas loin en affirmant que la République française t'aurait donné des informations disant que Ondosa et Denis Bizet sont en train de préparer un plan pour déstabiliser le Gabon. Mais c'est grave, les gens qui suivent ce monsieur, excusez-moi. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas ton nom sur là où tu vis qu'on ne peut pas te retrouver, Jonas. Ce n'est pas parce que ta ligne de téléphone n'est pas souscrite en ton nom qu'on ne peut pas te retrouver. Et je vais te dire une chose. Ne prononce plus jamais mon nom. Je jure mon père qui m'a mis au monde. Ne prononce plus jamais mon nom sur ton live. Ce soir, tu vas faire un live. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Merci. Non, je pense que là, j'étais en train de dire que Jonas Moulenda, je t'appelle par ton nom. Tu ne vas plus faire un seul live où tu prononces mon nom. Je jure mon père qui m'a mis au monde. La prochaine fois que Jonas, tu fais un live où tu prononces mon nom, Allah de Mama, je vais te donner 3 jours, je vais apparaître devant ta porte. Je ne vais pas faire les clashs avec toi, hein. Je ne vais pas venir ici, oh non, j'ai le papa de Jonas, oh non, Jonas est parti faire comme ça à tel endroit. Non, moi je ne fais pas les lives avec toi. Parce que j'estime que quand on a été amis, quand on a eu la considération l'un pour l'autre, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en public. Hier, tu as fait un live, tu as ouvert ton micro pour qu'on vienne nous insulter. Je laisse passer ce que tu as fait hier là. Je laisse passer ça aujourd'hui. Si tu prononces encore mon nom, je ne suis pas les filles que tu as insultées dans la France ici, et puis vous êtes retrouvés sur les réseaux sociaux, vous vous insultez, oh non, j'étais couché, oh non, tu étais venu chez moi, ça on a fait comme ça, on a fait... Non, moi je suis pas là-bas, hein. Moi je ne suis pas là-bas. Les gens avec qui je fais ça, ce sont les gens qui sont au Gabon parce que je n'ai pas la possibilité de me lever et puis d'atterrir devant chez eux. Je te jure mon père qui m'a mis au monde. La prochaine fois que tu prononces mon nom sur ton live, tu comptes 3 jours, tu me verras devant chez toi. Je te le dis. Il faut être sérieux. Moi, je suis pas venu faire les clashs avec des gens qui, soi-disant, mènent un combat. Soit on mène le combat, soit on est avec Oligui, on fait une déclaration claire. Il y en a beaucoup là qui ont fait les déclarations pour dire que à partir d'aujourd'hui, je suis soutien d'Oligui, ils vivent leur vie tranquille. Il y a des activistes là qui étaient ici en France, qui étaient dans le combat avec toi, qui sont au Gabon avec Oligui.
Il n'y a pas un problème particulier avec eux parce qu'ils sont avec Oligui, parce que chacun fait ce qu'il a envie de faire. Tu dis ce que tu as à dire. Moi, m'a dit que non, il fallait pas monter sur ton live pour aller parler de comment on appelle ça, de Billy Bizet. Tu dis de Billy Bizet ce que tu veux dire. Pour ça, il n'y a pas de problème. Vas-y. Billy Bizet, il sait à quelle sauce il va te préparer ou bien il va te manger s'il a envie de le faire. Mais si tu fais encore le live où on vient parler de moi, on parle, on salue à mon père, on parle... Non, les autres peuvent faire, mais toi non. Toi non. Tu prononces encore mon nom. Tu vas voir ce qui va arriver. On va dormir, toi et moi, au commissariat. Donc, tu dis que tu cherches du sang neuf. Mengara était là. Pourquoi tu n'as pas soutenu Mengara? Tu n'as pas soutenu Mengara, pourquoi? Quand tu viens nous parler de Billy Bizet, de machin, toi tu n'as pas soutenu Jean Ping ici? C'est pas vous qui faisiez là pour soutenir Jean Ping? Jean Ping qui a fait l'enfant avec Bongo? Jean Ping qui a conçu le système Bongo? Toi tu n'as pas fait les lives pour dire qu'allez-y voter Jean Ping? Ce que Jean Ping a fait au Gabon est moins que ce que Billy Bizet soi-disant a fait au Gabon? C'est toi qui as commencé à nous lancer des pics en parlant de Billy Bizet. Tu n'as pas parlé seulement de Billy Bizet. Tu as fait allusion aux activistes qui parlent de Billy Bizet. Et comme tu n'es pas couilleux, tu n'as pas eu l'audace de dire non. Toi, tu as venu parler aux gens. C'est pas vous qui avez soutenu André Baobam ici. Tu n'as pas soutenu Ping. Tu n'as pas fait la campagne de Ping pour inciter aux Gabonais à aller voter Ping. Ping, c'était un nouveau Gabonais. Ou bien vous oubliez ce qu'on fait parce que vous devenez fou. Ping que tu soutiens là, que tu as soutenu. Ping est où aujourd'hui? Quand tu as fait les lives pour dire que allez-y voter Ping, tu pensais que Ping allait faire quoi du Gabon? Ping n'était pas dans les secrets de la famille Bongo. Ping a épousé, fait les enfants avec Pascaline Ferry Bongo, qui est la fille aînée d'Omar Bongo. Donc Ping, c'était le Gabonais nouveau que toi tu voulais mettre devant pour être président au Gabon. Ping. Prononce encore mon nom. Donc moi, pour finir, et laisser la place aux autres, je dis qu'il faut qu'on arrête la distraction. Parce que vous allez te retourner la chose, évoquer et même la folie si vous voulez. Moi, je ne vois pas la folie. Je vois des gens qui sont dans les micmacs, qui ont pris de l'argent, parce qu'en face, ça bat de l'aile. Il n'y avait personne pour essayer de dire. Et on a les plans de fou du village, il fait le travail qu'il faut faire. C'est pas un hasard, c'est pas un accident non plus. C'est un geste délibéré. Il sait ce qu'il fait. C'est un geste délibéré. Mais juste que ce que je dis, pour faire ça, il faut être fou. On a pris de l'argent, et comme on sait que tout le monde va dire que c'est la folie, on met la folie, mais c'est le micmac. C'est le micmac. Parce que vous ne vous rendez pas compte des coups que le régime reçoit. Et je veux vous dire un truc. Billy qu'on présente comme le pion d'Oligui dans le système. Soit on est fou, soit on est bête. Moi, si je t'envoie dans l'arène, tu vas combattre pour moi. C'est pas toi qui vas me donner les coups les plus violents. C'est plus que c'est pour jouer un rôle. On l'a dit ici, pendant l'élection. Les gens ont dit, quand il va finir l'élection, il va aller dealer avec Oligui, on va le nommer Premier ministre. L'élection est finie, l'homme n'est jamais retourné. Je vous mets au défi, c'est-à-dire que tous ceux qui pensent que Billy, il y a des fortes probabilités qu'il soit dans un jeu. Je vous mets au défi. Allons-y ressortir toutes les prises de parole des acteurs qu'on dit être de l'opposition. C'est celui qui donne actuellement les coups les plus violents à Oligui. Parce qu'il fait des révélations sur comment l'argent public est manipulé à l'intérieur du régime. Qui a fait ça? Qui vous a dit ici combien le président a comme fonds politique? Dans quel intérêt il peut venir dire ça s'il est en train de jouer un jeu pour Oligui? Parce qu'il sait que ça va révolter dans les gens. Les enseignants tiennent mordicus aujourd'hui parce qu'ils ont des informations comme ça. Ils savent qu'il y a l'argent, sauf que l'argent est mal géré. Donc moi, je t'envoie jouer un jeu pour moi. Tu es sur celui qui est la place publique, qui est en train de donner des éléments qui vont m'enterrer. Un peu de logique, vous aussi. Un peu de logique. Qu'on a un peu de jojote, ça se voit, c'est clair. Il n'y a pas un opposant à l'heure actuelle qui vous donne des choses qui poussent le régime à se rétracter. Et moi, je vous dis, parce que je suis ici, j'ai des informations, pas comme ceux qui disent, oh moi, on m'appelle, non, c'est pas les services de renseignement. Il y a des gens à l'intérieur là-bas qui veulent que je rentre avec eux. Qui viennent, qui te disent, ton président, actuellement, il a dit ça, le président est fâché. Ne répète pas ce qu'il a dit. Parce que mais toi, si tu dis ça, on va t'arrêter. Ton président, il a dit ceci, il a dit ceci, il a dit ceci. Quelqu'un dit que là même on est en train de préparer une histoire comme quoi on lui a donné de l'argent pour aller faire la campagne. Mais c'est un micmac, c'est juste pour le salir. Ils sont à l'intérieur. Je suis parti, la première fois que j'ai entendu ça, je suis parti vous voir Billy.
Je lui ai dit, monsieur le président, on s'est parlé face à face. Vous avez pris l'argent pour faire la campagne. Il m'a répondu, qui t'a dit, qui t'a entendu ça où? J'ai dit non, on est deux. Vous avez pris l'argent pour faire la campagne. C'est-à-dire que c'est lui qui vous a donné l'argent pour faire la campagne. Il m'a dit, même si je dis non, tu as quel élément pour savoir que c'est faux ou vrai? On est là, tu vas me juger sur la suite. C'est-à-dire que je ne peux pas je ne te dis pas oui, je ne te dis pas non. Mais moi, j'avais la réponse parce que la personne qui est venue me dire m'avait déjà dit, m'avait donné les éléments. Et j'ai voulu le juger en allant lui poser la question directement. J'ai vu quelqu'un qui est serein, qui est prêt parce qu'il connaît comment ça fonctionne. Et il y a des éléments tests qu'on me met sur le tapis. C'est-à-dire que si moi je t'envoie, tu ne vas pas être celui qui va dévoiler mes secrets. Tu fais le jeu que je te demande, comme l'a fait Iloko. Il est parti dans une campagne, celui qu'il fallait déloger du palais, c'est Oligui. Lui, il a choisi Billy Binze. Ça a du sens si on te dit que là, celui-là, il a été envoyé. Bongores, quasiment la même chose. C'est-à-dire que lui, il était focus il ne disait rien sur l'adversaire. On avait vite compris. Débat Shining et autres, on avait vite compris. Quand il fallait parler de la gouvernance qui a été renversée, c'était vite fait. Quand il fallait parler des choses de la gouvernance pendant la période électorale, là, les gars, ils se taisaient. On peut comprendre que là, vous l'avez envoyé. Mais quelqu'un qui est envoyé, qui vient, qui dit des choses crues, qui dévoile les secrets les plus enfouis à l'intérieur du système, excusez-moi de croire que il a une part de sincérité dans son combat. Et le dire, c'est pas faire du kunabélisme ou faire du protectionnisme parce qu'on est avec lui. C'est faux. Soyons réalistes. Je le dis et je le redis. S'il y a un seul Gabonais qui répond à tous les critères que l'on dit là, qui ne va pas distribuer l'argent dans les quartiers pour faire campagne, qui vient là, qui décide que c'est lui le leader, et qui nous montre qu'il est là pour le combat, moi j'irai s'il est vierge. Je le dis ici, non, je suis porte-parole de DPG. Donc ce que je dis là, les gens de mon parti écoutent. C'est-à-dire que si j'ai un seul profil qui vient se mettre là, il commence à parler du débat public, il va toucher tous les coins et recoins de notre vie publique avec sincérité. Il fait la preuve de ce qu'il est intègre. Moi, je pars, je fais avec lui. Donc, il y a comme tu vas être candidat en 2030 ou 35, je ne sais plus, 32. Commence à venir. Parce que moi, je ne veux pas commencer à faire campagne pour toi, alors que je sais que tu n'es pas éligible. Ça n'a aucun sens. Mengara, c'est pareil. Mengara va être candidat pour la prochaine élection. Qui commence à venir habiter au Gabon. Parce que la constitution telle qu'elle est là, elle ferme la route à ceux qui ne vivent pas au Gabon. Donc, venez pour être cohérent avec vous-même, pour que demain, vous n'accusiez pas le peuple d'avoir encore soutenu un ancien du régime. Parce que vous, votre truc, c'est que vous allez venir à la veille de l'élection. Et on doit seulement vous faire confiance parce que vous dites que vous ne voulez plus les vieux visages. Mais on peut ne pas avoir appartenu au système et être encore foncièrement plus mauvais que les gens du système. Donc, le travail de l'image de l'homme intègre, le travail de l'homme dévoué à la cause du peuple, ça se fait maintenant que nous ne sommes pas en élection. C'est maintenant qu'il faut venir nous montrer vos ambitions. C'est pas que vous êtes assis là-bas et vous vous attendez à 2 jours de l'élection, vous venez brouiller les pistes parce que beaucoup viennent aussi pour se faire de l'argent et vous venez pour dire ah mais tel il était là-bas, il ne mérite pas ça et vous venez culpabiliser le peuple parce que finalement le peuple n'a vu que lui. Billy, faut le lui reconnaître, il est sorti de là-bas. Aujourd'hui, il se bat à donner une autre image de lui que celle qu'il avait pendant la campagne. C'est à son mérite. Vous voulez détruire ça? Bon, mettez-vous en face et portez-en l'exemple derrière. Quand on regarde, quand on va vous comparer, on saura que oui, ce que vous dites, vous incarnez ça, contrairement à lui qui a été là-bas. Si je n'ai pas la machette, si c'est le couteau qui me reste, j'irai avec ça. Et c'est le couteau que j'ai pour l'instant. Je vais à la chasse avec ça. Et ce couteau-là, chaque matin, il prend soin de lui. Il fait tout pour montrer que il veut se racheter de ses fautes. Vous voulez que je fasse quoi? Que je ferme les yeux pour ça? Merci. Princesse? Vous pouvez prendre la parole, hein? Je suis là. D'accord. Donc, je vais prendre la parole. Comme tu as parlé des femmes incultes analphabètes, il faut quand même qu'on les écoute un peu. Non, ne mets pas la fille là, ici, là. Non, ne mets pas sa voix ici. Ah, non, il y a une maman aussi qu'on avait dit, Ah, ok. Au marché avec le groupe des mamans, là. Pardon. Bonjour à tous. Nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes parents d'élèves. Nous sommes en tant que parents d'élèves. On a nos enfants, nos petits-fils qui vont à l'école. Et ça nous fait mal. Pourquoi? Nos enfants sont à la maison. On ne sait pas quelle grève. Moi, personnellement, je ne sais pas quelle grève les enseignants font. Et pourtant, notre président, son excellence, Christ-Père Olivier Nguema, notre sauveur qui nous a libérés, il travaille bien avec son gouvernement. Il travaille bien. Il y a des écoles partout. Il y a des enseignants. Qu'est-ce que les enseignants revendiquent? On ne peut pas vous payer étant à la maison. Quand vous revendiquez quelque chose, mettez-vous au travail. Et ce que vous demandez, notre Père va vous le faire, va vous le donner.
On voit que depuis que notre président a pris le pays, les choses marchent. Nous avons des écoles, le gouvernement travaille. Nous avons des écoles, des lycées, partout, des marchés. Donc c'est de ça qu'on revendique. On veut que nos enfants aillent à l'école. Nos enfants vont, il y a de ceux qui vont passer les examens l'année là. Donc nous ne voulons pas que nos enfants ratent l'éducation. Oui, Kana. C'est-à-dire que les gens sont malades, elle a des problèmes, elle lost, sérieusement. Donc, toi, tu sais pas ce que les enseignants réclament. Ton président a créé les écoles, et puis on met encore des gens à plus descendre dans les salles de classe. Là, on n'avait pas fait nettoyer les écoles, là. Ton président, les gens, tu sais pas ce qu'ils réclament. Toi, tu peux travailler dans une salle de classe, même pour enseigner à 30 enfants, c'est beaucoup déjà. Parce qu'il faut prendre élève par élève, c'est au cas par cas. On doit prendre un élève chacun, on doit transmettre le savoir. Toi, tu viens dire, tu ne comprends pas ce que les enseignants réclament. Ils réclament des bonnes conditions de travail, madame. La craie, là c'est à l'époque de Mathusalem. Normalement, on doit avoir les tableaux blancs. C'est pour les tableaux comme à l'époque de Mathusalem, là. Avec des marqueurs et tout, on écrit au tableau, là, qu'on peut effacer. Ou bien des vidéoprojecteurs. Tu as ça dans les salles de classe. Quand tu as vu l'hygiène de la classe de salubrité qui est là-bas, là, tu penses que c'est un environnement décent, les gens peuvent aller apprendre. Et puis, tu viens nous dire, oui, ton président qui travaille, il a fait quelle école? Qu'est-ce qu'il a fait au Gabon qu'on a vu? Bon, maintenant tu as dit que oh, tu ne sais pas ce qu'il réclame. Tu penses que toi, tu peux aller travailler quelque part pendant 20 ans stagiaire? Ou bien bénévole? Tu es un enseignant. Tu as vu où? Dans quel code du monde entier où il y a écrit que bénévole enseignant? Le Gabon est une association. Quand on dit que quand l'école est bien vraiment, quand tu vois les femmes abruties comme ça, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on vous dit qu'il faut éduquer la population, c'est ça le problème. Voilà les animaux de la forêt qui sont sortis de brousse, qu'on n'a pas éduqués. Tu viens te foutre de la souffrance des enseignants. Ça vous apprendra aussi. Il faut écouter les gens des parents là. Vous qui êtes les maboules qui allez répondre les cours là, qui partaient faire le kunabélisme là. Voilà comment on vous parle. Ça veut dire que on s'en fout même de votre situation. Parce que vous ne donnez pas de l'importance même à vous-même, vos propres situations. Pour certains, bien sûr. Il faut rester sur votre position. Tant qu'on ne vous paye pas, vous ne repartez pas. Et puis l'État vous donne un pré-salaire. Ça veut dire que ce n'est pas la totalité de votre salaire que vous devez recevoir, madame. Puisque vous avez pris votre croix, dit que le président a dit qu'il va faire, qu'il a fait. Madame, on n'est pas là-bas. Les gens vivent cette situation depuis plusieurs années. Et là même, on a sorti 40 000 actes le 25 en septembre 2025, où on disait que ce n'est pas encore passé en reprographie. On est encore à l'époque de Mathusalem, il n'y a pas encore la digitalisation, madame. Même je donne les mots là, même tu ne comprends pas les mots là, parce que tu n'es pas là à l'école. Il faut demander à tes enfants d'expliquer, mais tu vas regarder sur YouTube, on va t'expliquer ce que c'est la digitalisation. Mais même là encore, tu ne le comprendras pas, parce que c'est un langage qui est trop compliqué pour toi. Bon, tu envoies les enfants à l'école, tu penses que l'école c'est quoi, la garderie? On fait du babysitting là-bas? Donc, tu dois envoyer tes enfants parce que tu n'arrives pas à les garder à la maison ou à éduquer tes enfants? Est-ce que tu penses que c'est à l'école qu'on a fait toute l'éducation de ton enfant? Toi, tu dois d'abord commencer l'éducation chez toi à la maison. Mais si tu n'as pas la base pour pouvoir même éduquer ton enfant, tu viens parler de quoi en fait? Non, il faut un peu respecter les gens. Ces personnes, ce sont les personnes qui ont appris. Quand ils ont appris, c'est ton père ou bien c'est ta mère qui avait payé les études, qui arrivent même jusqu'à niveau bac ou bac plus 2, là, ils sont arrivés là. C'est toi qui as payé ça? C'est facile de simplifier le travail des autres. Et tu vas dire que ton problème, comme tu as le Kunabé, c'est ta figure même compliquée. Ça, c'est pour la première partie du film, parce que vraiment, il y a beaucoup à dire. Deuxième partie du film, on continue. On a dit qu'il n'y a pas d'argent, non? Qui n'arrive pas à payer. Bon, écoutez un peu, parce que moi, je ne comprends pas. Sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, la République gabonaise engage un renouveau institutionnel et financier destiné à moderniser l'administration, renforcer la performance de l'État et soutenir le développement national. La cérémonie d'ouverture du programme de formation à l'IAE Paris-Sorbonne, qui s'est tenue ce 2 février à Paris, illustre cette stratégie en visant à renforcer les capacités des cadres des régies financières en gouvernance, pilotage de la performance et gestion publique moderne, tout en... Donc ça c'était hier, parce que quand je marchais, comme tu sais que je marche beaucoup sur les réseaux, non? C'est comme ça que je vois un truc qui passe, je dis que, hein? Mais on a dit qu'il n'y a pas d'argent, que la ministre, Laurence a dit qu'elle doit faire, on appelle ça comment? Qu'elle ne peut pas, elle doit bloquer les gens qui ont été pris en stagiaire en 2024, là. Et les non permanents, je ne sais pas quoi, là. Donc, elle a retiré, c'est pour le moment, elle a bloqué, elle dit qu'elle fait un audit. Bon, mais moi, je ne comprends pas que on a des agents qu'on envoie, parce qu'ils étaient beaucoup là-bas quand même, hein. Donc, l'État gabonais, vous avez l'argent pour pouvoir mettre les gens de la région dans l'avion pour venir les former à Paris. À l'IAE de Paris. En plus, à la Sorbonne. Mais l'argent coule à flot, hein. Et tous les gens, vous allez donc payer la formation. Payer aussi le logement. Donc, vous ne pouvez pas faire venir 1 ou 2 experts pour les former là-bas au Gabon. On doit les faire venir en France. Eh, la vie est belle. Et papa dit qu'il n'y a pas d'argent pour pouvoir payer les enseignants. Il n'y a rien, ça ne marche pas. Laurence, tu es où? C'est toi, c'est votre travail ici qui est là.
Donc, vous les enseignants, vous voyez vos vies, non? N'est-ce pas? Sur votre là-bas, le statut des fonctionnaires, de la fonction publique, non? Est-ce que c'est écrit que le statut des enseignants? Donc, si les autres fonctionnaires sont mieux lotis, et vous êtes mal lotis, et puis vous êtes ma boule pour aller recommencer l'école, allez-y. Voilà ce qui est là. Vos collègues sont déjà là à Paris. Même on ne peut pas dire que bon, on va maintenant commencer à faire les stages pour envoyer les enseignants pour venir se spécialiser en Europe, tout ça. Non, non, non. Vous n'êtes pas important pour la nation. Vous comptez pour rien, en fait. Il y a cette partie-là. Mais moi, je trouve ça quand même déplorable, en fait. Quand on vient nous parler comme ça à des personnes, à des responsables de famille. Très chère madame, voilà, je fais appel encore à votre attention. Nous avons des gens qui sont des fonctionnaires, qui relèvent de l'article 23 de la Constitution, qui dit que une personne a droit à un salaire équitable. Bon, est-ce que nous sommes tous des fonctionnaires à des catégories presque pareilles et que d'autres personnes soient mieux loties que d'autres et qu'on envoie en formation, qui ont droit à des avancées, puisque c'est ce dont on parlait. Il y a 27 000 agents qui ont des situations bancales. Donc, on peut régulariser que 4 000 personnes et là, on nous dit que on envoie des gens en formation, c'est-à-dire qu'il y a des avancements et des formations qui se passent pour les autres dans la même administration, ce qui n'est pas normal. Moi, je ne sais pas de quoi ils sont en train de parler là-bas dans ce fameux ministère. Et que aujourd'hui, j'ai vu écrit quelque part que la ministre a dit qu'elle repousse la fin de l'année scolaire au 31 juillet 2026. Non mais non, le pays là c'est un pays du film. Camélia, tu n'as encore rien vu, c'est le feu, tu vas voir. Tu vas donner l'argent des gens. Les gens ont travaillé. Et il n'est pas normal qu'ils travaillent depuis des années. Tu viens parler, tu mets sur ton papier que tu as dit que tu veux les mettre à niveau par rapport à l'avancement et autres. C'est bon, c'est une bonne chose. Mais maintenant, pour le reliquat, là, des prêts salaires, ça veut dire que l'avance, c'est le salaire que vous avez donné. Le reliquat est où? Si la personne a travaillé plus de 15 ans, comme ça, là, il faut dire quand vous allez payer le reliquat. N'embrouillez pas les gens. Parce que la personne, bon, elle devait toucher 300 000. Mais vous payez à la personne 150 ou 160. Bon, maintenant, vous allez mettre à 300 000. Mais le reste, là, où c'est à perdre tes profits. Et puis, même pour les gens qui sont partis au-delà, là, il faut payer leurs parents. Ils ont aussi des enfants derrière. Hein. Parce qu'il y a un qui est parti, là, qui a fait 15 ans. Même pour acheter le cercueil, l'État était incapable de donner l'argent. Il ne pouvait pas donner parce qu'il n'était pas intégré. Donc, vous prenez une personne bénévole pendant combien d'années? Ça, c'est de l'exploitation. Et la dame là qui parlait, madame, vous savez ce qu'on appelle de l'esclavagisme? Ça, on est retourné à l'époque coloniale. Ça veut dire qu'on exploite les gens, c'est de l'exploitation de l'homme par l'homme. Si on veut dire vraiment, on veut mettre un mot dessus. Parce que vous ne pouvez pas faire travailler les gens gratuitement pendant qu'il y a d'autres qui sont payés, même s'ils ne sont pas payés en totalité, et d'autres ne sont pas payés, et c'est normal. Et vous allez dire que oui, le président dit qu'il va faire, il va faire quoi? Puisque l'expression bénévole n'a pas disparu, l'expression prestataire n'a pas disparu, il est venu redonner la dignité aux Gabonais. De quelle dignité parle-t-on? Parce que depuis là, je suis dessus, je demande c'est quelle dignité, vous devez nous expliquer. Les maires qui viennent sur les réseaux, là, quand vous ne pouvez pas aider quelqu'un, vous la fermez. Parce que moi, enseignant comme ça, il n'y a plus d'école, vous allez enseigner vos enfants même dans les classes. Toi qui parles, là, les gourgandines qui parlent, qui font des vidéos sur toi, là, elles n'avaient qu'à aller enseigner leurs enfants. Quand on dit que quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aucune, elle ne peut même pas se remettre en question. Vous n'avez pas eu d'éducation. Vous ne voulez pas le meilleur pour vos enfants parce que on va aller faire retourner un enseignant qui n'est pas bien payé. Vous pensez qu'il va aller faire quoi là-bas en classe? Ça n'a même pas de cohérence au fait de ce que vous racontez. À un moment donné, on vous dit que allez-y vous instruire. Et on appelle ça autodidacte. Vous pouvez aller même regarder. Non, j'en peux plus de ce pays. Et pour revenir à l'affaire de celui qui est en face là, dont vous avez parlé là. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. C'est-à-dire que avant-hier, il a fait le même exercice. Hier encore, il a fait la même chose. C'est-à-dire que quand l'arbre est tordu, on ne peut pas le redresser. Soit on le brise une bonne fois, on le casse une bonne fois bien, on le laisse tordu. Parce que moi, si je vais parler de lui là, je ne vais pas s'en sortir. Et puis les gens me sont venus même parler là-bas encore sur nous, encore là-bas hier. Hein. Mais c'est pas ça. Les gens n'ont pas compris quelque chose. Là, on est sur un vrai problème qui est le problème des enseignants. Puisqu'il veut qu'on en parle, on va en parler. Bon, à quel jeu il joue? Il joue au jeu du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi il vient rentrer dedans alors qu'il y a des enseignants qui sont en souffrance depuis des années qu'on est en train de combattre pour cette cause. Ne nous détourne pas d'une cause réelle. Parce que là, tu es en train de remplacer le Pentagone, là. Et puis après, tu vas me dire que oui, Billy Binze, on donne ça. Mais est-ce qu'on a encore l'élection présidentielle? Et puis quand on appelle monsieur le président, il est en train de sourire jusqu'à... Mais c'est pas vraiment, on n'est pas dans un gag ou bien dans un truc de comédie club. C'est-à-dire que c'est moi qui suis le plus beau. Regardez-moi. Non. C'est des vies, c'est des personnes qui sont parties dans l'au-delà, des personnes qui n'arrivent pas à se nourrir, qui sont précarisées, qui sont dans la souffrance.
Mais ça, tu n'arrives pas à voir ça parce que tu es dans ton ego. Parce que tu fais de l'ego surdimensionné. D'un moment donné, il faut arrêter. Bon, on va te mettre devant dos ça. Sors ton CV, lui aussi sort son CV. Tu peux avoir le même CV que lui. Même si après, là, il était avec le PDG. Voilà. Je te le concède qu'il était avec le PDG. Mais même vous, les journalistes, si on parle journalistes du Gabon, là, tous là, vous avez les numéros de téléphone de ces gens-là. Quand tu as un article ou bien un dossier, là, tu dis que tu travailles à l'Union. L'Union, c'est pour qui? C'est dirigé par qui? Il faut arrêter à un moment de nous prendre pour des bêtes. Les journalistes, là, tant que tu n'as pas l'enveloppe dans la main, ils ne peuvent pas parler de ton sujet. Qui ne connaît pas ça au Gabon? Pourquoi on parle de toi? Si tu n'as pas, si c'est pas le Kounabélis qu'on fait, si c'est pas l'argent dans ta main là que tu as là pour parler d'un sujet là, les gens ne te parlent pas. Bon, tu as pour le cas, tu pourrais toujours avec l'esprit de, tu es comme là qu'Hervé Opianga. Bon, Hervé Opianga n'était pas dans le PDG. Hervé Opianga, c'est pas le qui s'est dit le mot avec Oligui dans le CTR qui là-bas qu'ils ont fait dans leur bagarre, tu es parti maintenant pour dire que tu parles pas de ton parent Hervé Opianga. Ou bien c'est l'argent aussi. Parce qu'il faut nous dire, hein. Parce que nous aussi on peut émettre des hypothèses et puis des suppositions, des possibilités. Donc, il faut arrêter à un moment donné, quand tu n'as pas de preuves pour justifier ce que tu dis, mais tu te tais, en fait. C'est pas la peine de rentrer dans ça parce que ce n'est même pas le moment. Le moment, là, actuellement, on est sur les enseignants, sur SOS Pétrole, sur les problèmes qui sont au Gabon. Les élections sont derrière. Et ne t'ont pas dit qu'ils sont venus là. Et qui te dit que d'ici 7 ans, ils seront là, on touche du bois. Il y a l'autre là qui peut passer, il y a beaucoup de choses. Ali Bongo était là, non? Il a dit qu'il va rester coûte que coûte. Ali Bongo a eu quoi? C'est pas, il n'a pas eu l'AVC. Donc, à un moment donné, il faut réfléchir avant de parler. Mais des fois, tu te rends compte que les gens, des fois, ne réfléchissent même pas avant de parler. Et puis, ils ouvrent le téléphone. L'autre sont là, monsieur le président. Vous n'adhérez même pas à son parti politique. Le parti des c'est quoi ça encore? Le parti unitaire des rancuniers. On ne vit pas dans la rancune. Ou bien dans un truc où tu es en train de stigmatiser certaines ethnies, ou bien tu rentres dans des trucs bizarres. Donc, on va dire qu'il faut déjà arrêter ça. On juge une personne sur ses actions, tu vas pas te baser sur ce qu'il est parti faire dans la chambre avec des filles. Parce que toi-même, tu fais la même chose. Tu t'es avec les filles sur Facebook, là-bas, c'est vraiment regarder sur Facebook, il y a les archives, c'est pas bon. On est là parce que on est en train de juger quelqu'un sur ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il a comme background. Après, moi, je te dis que je n'ai pas voté pour ces personnes. Néanmoins, on fait avec eux pour le moment, mais s'il y a une personne qui sort du bûcher, qui fait le travail, on vous a dit que les élections, ça se fait pas sur les réseaux. Bon, toi, tu t'es fait quelle base politique? C'est pas dire que je suis beau, tu es sur YouTube, oui? Tu t'es fait quelle base politique? Bon, quand tu es là sur les réseaux en train d'insulter les gens, et les CULO, et les CONO, et tout ce que tu prends là, est-ce que tu es sûr que c'est ça qu'on attend d'un homme qui veut être un président? Parce que ça là, quand on va te sortir tes VAR, tu vas te porter pour dire que je vais être candidat. On va se mettre que il a dit que le Moussounzo a fait, il a dit que Toli a fait. Donc tout ça reste collé sur toi. Tu penses qu'il peut voter pour toi. Et on va te faire la campagne comme ça, on te fait les montages, on te met ça collé pour dire que voilà ce que tu dis. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Nous, on est là pour vouloir trouver une solution. Il y a un Gabonais qui peut sortir du bûcher. Et vous voyez bien. Le dernier truc là, c'est Y. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'à un moment donné, il faut arrêter. Il faut respecter les gens, en fait. S'il y a quelqu'un qui veut se présenter, Princesse de Souba n'a jamais dit qu'elle ne voulait pas qu'une autre personne se présente. Elle n'a jamais dit que c'était coûte que coûte Billy Binzé. Et même Billy Binzé, les gens ont choisi Billy Binzé par défaut. Parce que Oligui a fait une constitution qui élimine tout le monde. Et c'est eux qui ont fait parce qu'ils savaient que c'était la détestation de Billy Binzé qui entraînait que les gens, ils se disaient que les gens vont seulement choisir Oligui parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc c'est eux-mêmes qui ont créé cette situation. Et maintenant que ça prend de l'ampleur, maintenant, vous pleurez pourquoi? Vous créez des situations et vous pensez que les gens aussi vont prendre. Comme je dis que nous sommes dans la théorie de l'absurde. Donc comme nous sommes dans l'absurde, là on va tous aller dans l'absurde. Donc à un moment donné, c'est pas que les gens ont fait le choix consciemment en fait. C'est pas qu'ils avaient beaucoup de choix et que c'est juste les choses qui ont entraîné ça. Et sachant que, bon, toi tu es au Gabon, par exemple, un Gabonais là, on va te dire que pour te présenter, il te faut 30 millions, que je sais pas combien, comme tu as dit qu'il a fait la tontine avec sa famille. Bon, il faut trouver d'abord la somme d'argent là pour pouvoir cotiser. Donc quand même, à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui... Quand vous venez faire vos analyses à 2 balles ou que vous venez lancer des fleurs à votre personne, essayez quand même d'avoir un peu de tête et de ne pas venir nous traiter de bêtes parce que c'est vous qui êtes très idiots en fait. Et quand on parle, c'est parce que on se rend compte que l'heure n'est pas à parler de ça. Pour le moment, nous avons des priorités au Gabon qui sont de faire partir le putschiste. Donc si vous n'avez pas compris ça, je ne sais pas, pour venir que je suis le meilleur activiste, j'étais là depuis, ça c'est le discours d'avant.
La charité bien ordonnée commence par soi-même. Si tu veux te faire respecter là, il faut d'abord respecter les autres. Tu ne peux pas ouvrir le téléphone pourquoi on vient insulter les gens. Et puis, tu as dit qu'on t'a insulté. Te dire la vérité, ce n'est pas t'insulter. Princesse ne t'a jamais insulté. Donc, quand on dit qu'on a insulté, on n'insulte pas. Et vous, au Gabon, vous avez cette mauvaise manie. Quand vous n'avez pas reçu d'éducation, dès qu'on vous parle, ça veut dire qu'on vous a insulté. Vous dites la vérité, c'est pas insulter. Et c'est comme ça qu'on nous dit aussi avec Olivier qu'on a insulté. Non, dire la vérité à quelqu'un, ce n'est pas l'insulter. Arrêtez ça à un moment donné. Si vous n'avez pas appris, c'est pas de notre faute. Si pour vous dire la vérité, c'est insulter, là, on marche sur la tête, quoi. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez des dirigeants comme ça dans votre pays parce que vous n'arrivez pas à accepter qu'on vous dise la vérité. Quand ça ne va pas, on vous dit que ça ne va pas. Et c'est normal. Donc, à un moment donné, arrêtez de prendre la tête aux gens. Voilà. En tout cas, pour le moment, je vais m'arrêter par là. Merci à vous. Alta? Tu as beaucoup parlé, oh? Oui, j'étais obligé de parler parce que ça m'a énervé. Je te dis, princesse. Ils nous disent qu'on l'insulte. On l'a pas insulté. Est-ce que tu l'as insulté? Tu l'as pas insulté? C'est toi qu'on est même parti parler jusqu'à parler de ton père. Et il n'a pas arrêté la personne. Que ton père vive bien ou mal, son problème, il est où dedans? Et on dit que arrête, non. Il dit que liberté d'expression. Donc, nous aussi, on est libre de lui dire ce qu'on veut. Vraiment, co-liberté d'expression. Non, c'est pas normal. Et on te parle un vieux comme ça, tu ne peux pas te respecter. Pour le téléphone, pour que les gens viennent parler mal aux gens. Et quand on vous dit la vérité, on a insulté le grand. Non, non, non. Arrêtez ça, votre sorcellerie. Merci. Ah, vraiment. Donc, moi, je n'étais pas... Hier, j'étais sur un petit live 15 minutes. Après, je suis allé dormir. Vraiment, c'est encore pété. Comme je disais hier, c'est vraiment difficile de voir des personnes auxquelles on est toutes attachées se déchirer comme ça, publiquement. Personnellement, moi, je suis quelqu'un... Je dirais même que, au-delà des blagues, je suis peut-être la plus radicale de tous parce que je me suis juré il y a des années que tant que ces gens-là sont au pouvoir, je ne me suis même pas sur la liste électorale. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que moi je ne vote pas, je dois interdire aux autres d'y croire. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il y a un leader qui est plus crédible que l'autre. Moi, la question que je pose toujours, c'est qu'au-delà de ce qu'on peut reprocher à X ou à Y qui a fait partie du PDG ou de machin, on nous a fait une parodie de procès ici où on a désigné Sylvia Bongo et son fils Noureddine comme coupables de tous les péchés du Gabon. Mais s'il y a des choses à reprocher encore à X ou à Y, qu'est-ce qui empêche à ce jour les Gabonais éprouvés depuis 2009 de faire leur deuil? Vraiment. Qu'est-ce qui empêche la tenue d'une commission vérité? Qu'est-ce qui empêche le jugement de tous les criminels financiers comme de sang de ce pays, si ce n'est Oligui? Quelqu'un envoie un dialogue, il dit non, le dialogue, on va parler de tout, sauf de ceci ou de cela. C'est lui qui choisit les sujets. Les sujets. La vraie raison du coup d'État, aujourd'hui, on sait que la vraie raison du coup d'État, ça n'a jamais été la dignité des Gabonais ou de quoi que ce soit. Parce que si la vraie raison du coup d'État avait vraiment été l'amour de ce Gabon-là et la dignité des Gabonais, des gens sérieux qui arrivent au pouvoir parce qu'ils justifient leur arrivée au pouvoir par la gabégie et par le fait que ceux qui sont là emmènent le pays dans l'abîme, au lieu de se lancer dans la fiesta, comme on a vu Oligui le faire, un État sérieux met en place des mécanismes déjà pour stopper la gabégie financière. Au lieu d'acheter des VX de 80 M, on décide par exemple qu'à partir d'aujourd'hui, au lieu d'acheter des VX, les ministres vont rouler maintenant en Dacia. On dit bon, Dacia, maximum 15B, 15M par personne. On stoppe tout ce qui n'est pas indispensable. On met en place un gouvernement de travail. Même les gens qu'il a nommés députés ou quoi, pour qui étaient censés venir faire le travail de remise en route des institutions. On dit vous êtes venus, on vous désigne pour venir travailler, on vous donne juste le minimum pour faire le travail de remettre les institutions en route. On ne se lance pas dans des dépenses somptueuses, dotations somptueuses, alors qu'on est censé venir redresser le pays. Et le résultat, c'est quoi? Ça a été des voyages, ça a été des avions loués, des achats de prestige, des achats de jets privés qui ne servent même à rien. Parce qu'on a vu des jets privés qu'on a achetés là, qui ont servi à aller chercher les artistes pour venir fêter les anniversaires des gens. Mais pendant ce temps, on continue à louer les avions des Beaumaf à chaque voyage inutile, à coups de milliards. Donc, aujourd'hui, l'État n'a plus d'argent.